Bonsoir à tous et bienvenue sur notre émission des tables rondes des experts de Risk Intel Media. Ce soir, en partenariat avec Sésame IT, nous allons traiter d'une thématique qui est celle de l'IA et de la cybersécurité entre fantasme et réalité. Nous avons avec nous 4 experts qui vont d'ailleurs se présenter chacun sur leur tour et présenter leurs activités. Je vais commencer par vous, Antonin Hilly. Bonsoir, Antonin Hilly, je suis le directeur des opérations de Sésame IT. Donc Sésame IT, on est une société française, éditeur d'une solution de cybersécurité de détection de menaces sur le réseau. Merci d'être avec nous. Rodrigue Lebaillon. Bonsoir, donc Rodrigue Lebaillon, responsable du CERT d'Orange Cyberdéfense. CERT d'Orange Cyberdéfense, c'est 130 experts répartis dans 12 pays et qui font du renseignement sur tout ce qui est la menace et puis qui participent également aux activités de réponse sur incident. Merci. Yvan. Yvan Kwiatkowski, moi je travaille chez Kaspersky dans le domaine de la threat intelligence, c'est-à-dire qu'on fait un suivi des attaquants dits les plus sophistiqués, souvent associés à des États. On suit leurs activités et puis on écrit des rapports sur leur méthodologie, comment est-ce qu'ils travaillent, quels outils ils utilisent et quelles cibles ils essaient de pénétrer. Tout ça pour informer nos clients sur les menaces dont ils doivent se prémunir. Nicolas Arpagian. Nicolas Arpagian, je suis donc vice-président d'un cabinet qui s'appelle Headmind Partners, qui est un cabinet de conseil, à peu près 1500 consultants, qui a 3 métiers, la cybersécurité, la transformation numérique et l'intelligence artificielle. Et on voit effectivement comment on combine et marie les deux, les 3. Parfait. Donc moi, je m'appelle Yasmine Douedi, fondatrice de Risk Intel Media. J'aurai le plaisir de modérer ces échanges. Alors, merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes content d'être avec nous ce soir? Très vraiment. Merci. Bon, sur une super thématique au final, n'est-ce pas? Alors, j'ai été assez étonnée par le retour qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux. Il est vrai que l'IA, en 2023, on en a beaucoup parlé. On a vu émerger pas mal d'outils. ChatGPT a cassé Internet, j'ai envie de dire. Tout le monde a voulu donner son avis sur cette thématique. Et donc, il nous semblait pertinent avec Sésame IT aujourd'hui de parler du lien entre l'IA et la cybersécurité. Alors, ce que je propose, c'est pour commencer cet échange et ce débat, déjà peut-être contextualiser, revenir sur la genèse de l'IA. Qu'est-ce que l'IA exactement? De quoi il s'agit? Antonin? Alors, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On a commencé à parler de ça et à travailler sur le sujet dans les années 50. Turing est un des artisans de ce modèle-là. Il a travaillé sur les concepts, les premiers concepts de réseaux neuronaux, qui sont les fondements et les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qui est assez ancien maintenant. Alors, évidemment, depuis quelques années, c'est en train d'accélérer. La technologie aide, la capacité à interroger la data un peu partout en fonction de sa disponibilité et de son intérêt font que ça accélère énormément. Donc on parle de machine learning, on parle de deep learning, on parle de modèles de langage. Enfin, je pense qu'on va tous explorer ces différents sujets, mais voilà, c'est pas nouveau. On en entend énormément parler via ChatGPT qui a, comme tu l'as dit, cassé la baraque depuis quelques mois, mais c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Et je compléterai, je dirais que maintenant, je pense que à partir de cette année, l'intelligence artificielle va faire partie de notre quotidien. Le quotidien est, je pense, pour tout le monde, pour tous les âges. Je pense que la révolution, elle a vraiment démarré. Elle est accessible aujourd'hui au grand public, là où les concepts que tu as évoqués, Antonin, machine learning, apprentissage automatique, étaient plutôt réservés à des experts, y compris même ces dernières années. En fait, c'était dans les cartons, ça existait, c'était embarqué dans les produits. Il y avait la finalité qui était visible, mais je pense que le succès de ChatGPT, c'est que la taille, le système en même temps est le plus grand en fait jamais créé, est très proche aujourd'hui de ce qui est le langage naturel, et c'est le plus proche et c'est le plus abouti, ce qui fait que c'est accessible au plus grand nombre. Alors, ouais, je partage tout à fait cet avis. Pour le synthétiser, je dirais qu'il y a vraiment une vague qui a commencé, et en fait on est tout en bas de la vague, et donc on perçoit les premiers effets, mais jusqu'où cette vague va aller, pour l'instant, je pense qu'on ne peut que l'imaginer, et encore, peut-être que c'est au-delà de notre imagination individuelle. Peut-être que je peux revenir un peu sur les termes, éventuellement, si c'est utile. Machine learning, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est utile de le cadrer pour éventuellement nos auditeurs. Pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le machine learning, il faut expliquer que pour faire résoudre un problème à un ordinateur, puisque en fait les ordinateurs servent à ça, ils servent à résoudre des problèmes pour nous, il y a plusieurs manières. Si jamais on a un problème dont moi je sais le résoudre, je peux apprendre l'ordinateur, je peux lui programmer la solution, et il sera capable de la reproduire et de la mettre en œuvre pour moi, éventuellement avec des ressources de calcul qui dépassent celles de mon cerveau. Mais des fois, on a des problèmes qui sont compliqués pour lesquels on ne peut pas expliquer ou programmer de démarche. Par exemple, si jamais je montre des photos, des radios qui contiennent des cancers ou des tumeurs à un médecin, il saura les reconnaître, mais il ne saura pas m'écrire un algorithme qui est capable de
de manière procédurale, aboutir à une réponse oui ou non. Et en fait, il s'avère qu'il y a une autre catégorie d'algorithmes qui existe et qui, on ne sait pas trop comment elle marche, on sait que c'est basé sur des maths, on sait comment est-ce que l'entraînement se fait, mais après, le fonctionnement interne, il est un petit peu opaque. Le fonctionnement, c'est on donne en entrée plein d'exemples du problème, et on donne aussi plein de solutions de ce problème. Et on dit par exemple, cette radio, oui, il y a une tumeur, cette radio, oui, il y a une tumeur, celle-là, il n'y en a pas. Et on en met des dizaines de milliers dans le système, et il va faire un apprentissage, tout seul, et il va être capable de dire à la fin, quand on lui donne une nouvelle radio pour laquelle on n'aura pas la réponse, il pourra nous dire oui ou non. Voilà. Et après, comment est-ce qu'il fait ? Ça, c'est un peu de la magie noire, et ça fait partie en fait du problème. On n'est pas capable d'inspecter comment ça fonctionne à l'intérieur. Peut-être que c'est basé sur un raisonnement, entre guillemets, qui est valide, et peut-être pas. Peut-être qu'il y a des faux positifs des fois. Mais on n'est pas capable de comprendre comment ça marche dedans. C'est une manière de résoudre des problèmes dont nous-mêmes, on n'est pas capable d'expliquer comment on trouvait la solution. D'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est la période de transition qu'on vit là, c'est-à-dire passer du laboratoire chez le particulier, puisque les grands éditeurs, les grandes plateformes ont annoncé que, d'ailleurs, que ce soit Teams de Microsoft, c'est-à-dire un outil de très grand public, que ce soit PowerPoint, que ce soit des outils qui seront accessibles dans les semaines à venir, avec selon les évolutions géographiques, seront accessibles. Et donc, c'est vrai que la question qui va se poser, c'est, et c'était très bien dit, on a quelque chose qui est opérationnel, qui va livrer un résultat qui est maniable et accessible par des gens, quel que soit leur âge, leur diplôme, leur état de connaissance de la matière. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça va venir soit chahuter, remplacer des modèles existants, et surtout, la question de la robustesse, de la réalité de ce qui va être produit va être discutée. C'est-à-dire que, en clair, on peut vous affirmer des choses avec beaucoup de conviction, ça n'est pas pour ça que cette information est vraie. Et dernier point, on a un vrai sujet qui n'a pas été anticipé dès lors qu'on était uniquement dans un univers de chercheurs, dans un univers de laboratoire, qui est la question du matériau, la propriété intellectuelle du matériau qui alimente. Parce que pour qu'il y ait effectivement une production, il y a ces fameuses photos et radiographies ou scanners ou IRM qui ont été fournis pour documenter, pour éduquer le logiciel et l'algorithme. Et ça, la question qui va se poser, c'est effectivement qui est propriétaire, qui peut alimenter la base de données. Et puis on voit bien, là, ça va parler de droit, ça va parler d'économie, ça va parler de technologie, d'intérêt politique. Et la seule chose, c'est que toutes ces questions sont posées au même moment de la disponibilité de l'outil. Donc, effectivement, on n'a pas de précédent. C'est toujours compliqué de dire c'est la première fois, mais le terme de révolution est certainement approprié. Pourquoi ? Parce que même si ce sont des technologies anciennes, comme l'a très bien dit Antonin, c'est l'accessibilité. Le fait qu'on va d'un simple clic, sans comprendre forcément comment ça fonctionne, on a des lycéens, des étudiants qui font leurs devoirs comme ça. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'on n'a pas été confronté à cette intensité de diffusion depuis bien longtemps en termes de performance technologique. Quelque part, on démocratise un outil avant même d'avoir pu le terme de démocratiser est qualifié moralement. Moi, je parle de consumériser. Parce que consumériser, c'est que vous rendez accessible aux consommateurs. La notion de démocratie, après, elle est porteuse, on peut le souhaiter, de vertu, et donc elle est bienvenue. Là, voilà, on ne va pas faire de jugement moral ou de qualification politique. On consumérise, on a un outil qui est complexe et on le rend disponible à quelqu'un. Alors, il y a quand même maintenant, il va y avoir un terme des histoires d'abonnement, mais globalement, sans condition tellement de fortune, puisqu'il y a des versions gratuites, alors qui ne sont pas forcément aussi performantes, mais en tout cas, on le consumérise, et ça, c'est la véritable rupture. Rien que son introduction dans un moteur de recherche, typiquement, si on parle de ChatGPT, il a été introduit dans Bing, maintenant quel moteur de recherche, il est accessible sans aucune barrière. On peut l'utiliser tel quel, poser sa question au moteur de recherche. C'est plus ou moins, les résultats sont plus ou moins probants, mais en attendant, c'est introduit dans le moteur de recherche maintenant. C'est-à-dire qu'on avait Google qui indexait énormément et qui redistribuait. Là, on est orienté dans la façon d'aller rechercher l'information. C'est assez étrange. Mais c'est une vraie rupture, parce que Google avait ancré le modèle des liens sponsorisés et des mots-clés. Là, et donc avait bâti son hégémonie, en tout cas, sur un pays comme la France, c'est plus de 94% d'utilisateurs. Donc vous avez un marché qui est quasiment monopolistique. Là, vous avez... et d'ailleurs on voit la fréquentation de Bing, donc le moteur de recherche de Microsoft, a bénéficié de cette modernité. Et donc ce qui est intéressant, par contre, qu'est-ce que c'est ? Ça, l'idée, c'est de dire, je ne cherche pas à pointer vers un lien sur lequel il y a l'information que j'ai recherchée. L'idée, c'est que c'est le moteur qui va agglomérer des données et proposer une formulation
en langage clair. Et ça, c'est une vraie rupture parce que tout ce modèle historique, alors historique il est récent, puisque 98 pour la création de Google, c'est quand même quelque chose de récent, est remis en question dès lors que les consommateurs que nous sommes, et c'est là en tant que citoyens, individus, on a un rôle à jouer. Et je veux vraiment insister là-dessus parce que je crois que c'est un point important. Jusqu'à présent, on peut dire 94% de part de marché pour Google. Google, c'était la porte d'entrée pour l'humanité, ou en tout cas pour l'Occident, vers l'information. Et notre rapport à l'information, par l'accès qui va changer, il va être modifié aussi, transformé. Et ça, les impacts, on ne les maîtrise pas encore, mais c'est un changement qui, pour moi, est sismique, en tout cas sur le plan conceptuel. Et il va être très rapide, parce que, en fait, aujourd'hui, l'espace-temps est en train d'être compressé. Chacune des révolutions technologiques qu'il y a eu par le passé, elle pouvait prendre plusieurs années. Là, le fait que ChatGPT ait été rendu accessible au grand public s'est fait très rapidement. En début d'année, l'intégration dans Bing, l'intégration dans des outils professionnels, la migration des utilisateurs aujourd'hui d'un moteur de recherche à l'autre va probablement se faire aussi vite, quasiment au même rythme que le nombre d'utilisateurs aujourd'hui de ChatGPT, qui est en fait a priori encore plus important par rapport à l'espace-temps que ce qui a été l'adoption des réseaux sociaux précédemment, comme Instagram. On l'avait avec TikTok, c'est-à-dire que l'adoption de TikTok a connu aussi un rythme sans précédent par rapport à l'adoption historique de Facebook, donc il y a déjà eu cette rupture. Et puis, Rodrigue a raison, en plus, le moteur n'est jamais aussi intelligent, performant, satisfaisant, qu'à partir du moment où il est utilisé. C'est le drame qu'ont eu peut-être les alternatives dans les moteurs concurrents, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas mauvais intrinsèquement, c'est qu'ils étaient peu fréquentés. Et un moteur devient intelligent, pourquoi ? Parce que quand vous satisfaisez des résultats de recherche, quand vous cliquez, alors maintenant plus sur le premier lien, comme on disait avec Google, mais que vous répondez, que là, ce qu'évoquait Antonin, c'est que dans le modèle conversation de Bing, Bing vous dit, bon alors, qu'est-ce que tu veux ? Vous lui dites, ben voilà, je voudrais savoir si on met ou pas sur la pizza telle et telle chose. Il va vous chercher. Et si dès la première réponse, vous êtes satisfait, en fait, il va être éduqué, renforcé dans sa connaissance, en disant, d'accord, quand on me pose cette question, je réponds ceci, il est content, et donc il gagne en intelligence. Et pour que le prochain qui posera la question sur effectivement une autre recette de cuisine, bénéficiera. Et donc, plus il sera utilisé, plus il sera performant. Et précision même utile, pardon, je peux te le faire. Bien sûr. Précision utile sur justement le fait que l'utilisation, elle améliore le produit. Les conversations qu'on a tous avec ChatGPT, elles sont utilisées ensuite pour réentraîner le modèle et le rendre plus performant. Et donc, on a une position dominante qui existe et qui va s'auto-consolider parce que plus on va l'utiliser, plus les prochains modèles ils vont être efficaces et performants. Je rebondirai simplement. On a un public qui est très captivé par ce que vous êtes en train de dire et justement, ils viennent de rebondir sur ce que vous avez dit, Yvan, et notamment sur l'accès à l'information. Ils sont en train de discuter, ils se posent aussi la question de tous ces articles aujourd'hui qui commencent à être générés par des IA, qui n'ont pas de source et qui du coup ont un manque de transparence extraordinaire, mais qui sont extrêmement réalistes. Alors on a une question un petit peu plus tard sur le deepfake justement, mais pour vous dire que voilà, ils sont assez proches et par rapport à ce que vous disiez concernant l'information. Je voudrais avancer sur les questions et notamment, on le disait tout à l'heure avec Antonin, ChatGPT, c'est un petit peu cassé la baraque, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. Néanmoins, c'est que le tips de l'iceberg en réalité en termes d'IA. Et j'aimerais du coup avoir un petit peu plus d'informations concernant ce qui existe et peut-être aussi sur la question de la cybersécurité, sur ce domaine en particulier. Alors, deux choses. En fait, aujourd'hui, si vous utilisez, par exemple, la version intégrée dans Bing, parce que ça, c'est celle qui est accessible encore plus facilement, sans inscription préalable ou autre, on ne va parler que de texte. Il n'y a pas de recherche d'image pour l'instant. Donc, effectivement, la seule chose, c'est que vous avez des équivalents ou des moteurs qui, eux, vont composer l'image. Et c'est là où il y a une rupture, c'est qu'on va passer... on avait connu les versions speech to text, c'est-à-dire vous parliez et on reconstituait du texte. Là, l'idée que vous allez décrire, je voudrais... une image avec une chèvre, avec derrière un pommier et devant l'océan à perte de vue et puis également un transat, vous allez écrire cela en termes vraiment littéraires en quelque sorte et ça va vous produire des propositions d'images. C'est-à-dire que là, vraiment, vous n'avez plus besoin d'être graphiste ou d'avoir cette compétence-là. On va avoir la même chose sur certaines musiques qui deviennent un assemblage mathématique pour faire des jingles, peut-être pas pour composer la symphonie fantastique, mais pour faire des jingles. Et donc, effectivement, on a une disponibilité de la donnée qui va pouvoir être exploitée. La question qui va se poser pour la cybersécurité, c'est l'usage offensif de l'IA pour conduire des attaques, l'usage défensif de l'IA pour protéger, et également des moyens pour mettre en difficulté cette IA et donc pirater et attenter à son intégrité et au logiciel originel qui pourrait l'avoir conçu. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, et sur la question, effectivement, ChatGPT, on est sur une IA qui est génératrice, c'est-à-dire qu'elle produit du contenu
après avoir reçu une question, si je peux juste, ou un questionnement quel qu'il soit. En revanche, l'IA, dans la cybersécurité en particulier, on l'utilise depuis longtemps sur d'autres technologies. On fait de l'analyse comportementale, on fait de la recherche de déviance, qui ne sont pas de la génération. Là, on utilise des modèles mathématiques pour aller essayer de détecter quelque chose qui est en train de dévier dans un espace informatique, quel qu'il soit, et essayer de comprendre si ça représente une menace à l'encontre du système d'information. Donc c'est quelque chose qu'on utilise massivement. On a des technologies qui sont même quasiment exclusivement conçues sur ces types de modèles. On a des outils de détection qui ne font que de l'analyse comportementale. Quelle que soit la matière première qu'ils vont utiliser, ils vont faire cette analyse comportementale sur l'identification, du trafic réseau, peu importe, il y en a. Donc c'est vraiment... cette partie-là, elle a... Alors, effectivement, le mot que tu utilisais tout à l'heure, on n'est pas dans la démocratisation, on est dans la révélation au monde de cette capacité de calcul faramineuse qu'on est capable de faire pour, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, pour essayer de reproduire un fonctionnement de cerveau humain. Je dis bien essayer de reproduire, parce que je ne pense pas qu'avec ce type de machine, on va reproduire le fonctionnement du cerveau humain. Il n'y a pas forcément de sentiment pour le moment. Mais en tout cas, dans la génération ou dans la capacité à interpréter les choses, on s'approche de plus en plus de quelque chose d'assez fou. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui une IA cyber qui répondrait en fait à un ensemble de cas d'usage de cybersécurité? Je ne suis pas certain qu'on l'ait. Moi, je pose le débat. À ce stade. À ce stade. Oui, à ce stade. Ouais. On a en fait on a fait de l'apprentissage automatisé. On sait gérer des cas d'usage sur un certain nombre de patterns de détection avec du comportement, donc tout est dynamique. Mais aujourd'hui, on sait gérer qu'une succession de cas d'usage où on va entraîner un algorithme spécifiquement pour ce cas d'usage. Et c'est très différent finalement de ce qu'on vient de dire avec ChatGPT. Ouais. Néanmoins, les deux, à un moment donné, vont probablement converger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'a dit Antonin, c'est que ChatGPT, c'est une pure IA générative. Ce qui va nous intéresser d'abord en cyber sur une IA défensive, c'est une capacité à analyser une information, puis aussi décider. Et pour décider, là, on se rapproche de capacités cognitives humaines qui sont aussi différentes que ce qu'on peut expérimenter aujourd'hui avec ChatGPT, qui va proposer des choses, mais qui va proposer une information qui va construire de A à Z par rapport à un entraînement qu'il a reçu. Moi, je vais rebondir. Alors ça, c'est ma propre question par rapport à ce que vous venez de me dire. Vous disiez qu'effectivement, une IA, ça va apprendre de ce qu'on lui donne et donc créer sur des use cases des réponses. En tout cas, de cybersécurité. Moi, j'avais un chiffre en tête que l'ANSSI avait sorti il y a quelques années, c'était que 35% des cyberattaques sont des attaques que nous n'avons jamais vues. Donc, quelque part, est-ce que cette nature même du métier de la cybersécurité, du domaine de la cybersécurité, ce côté nouveau et renouveau continu, fera quelque part que ce sera difficile d'avoir des IA effectivement qui permettent de détecter, non ? Non, au contraire, c'est pour ça qu'elles vont exceller. D'accord. Le principe d'une IA, du machine learning, c'est qu'elle va être capable de classifier, de catégoriser des choses de manière très rapide et automatique. Et donc, je pense que c'est justement des cas d'usage sur lesquels elles vont être très fortes. Une chose sur laquelle je voudrais rebondir et que tu as dit il y a un instant, c'était que certainement que ça va converger. Je pense que moi, ça va diverger au contraire. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'actuellement, on a ChatGPT, qui est un produit exceptionnel, qui a des applications cybersécurité avérées. Par exemple, je peux donner un cas d'usage dont je suis le créateur. J'ai fait un projet open source qui fait de l'analyse de virus avec ChatGPT pour moi. C'est-à-dire que moi, une grande partie de mon métier, si on me donne un virus, on me dit, bon, qu'est-ce qu'il fait ce machin, comment est-ce qu'il s'installe, qu'est-ce qu'il fait sur la machine de la victime. Et je me suis aperçu assez tôt que si jamais je prenais les sorties de mes outils que j'ai donnés à ChatGPT et que je lui dis, bah, vas-y, explique-moi, il donnait plutôt les bonnes réponses. Voilà. Et bon, mon employeur ne s'en est pas encore rendu compte. Peut-être que demain, s'il regarde cette émission, il saura que maintenant je suis redondant. Mais en pratique, déjà, ça, c'est des cas d'usage qui fonctionnent dans le domaine de la cybersécurité et qui marchent. Je pense plutôt que demain, au lieu de dire ça va continuer à converger, c'est plutôt qu'on a une IA qui est généraliste. ChatGPT, ça fait tout et n'importe quoi. On peut lui poser questions de jardinage, cuisine, philo, cybersécurité. Moi, ce à quoi je m'attends, c'est que demain, on ait plutôt des modèles qui divergent, qui deviennent spécialisés. Des verticales. Exactement. Avoir une IA dédiée à la rétro-ingénierie, une IA dédiée à la défense, une IA dédiée à l'attaque. Et celles qui sont aujourd'hui les usages de ChatGPT qu'on a trouvés et qui sont déjà très pertinents et très efficaces, je pense qu'ils vont devenir... ils vont avoir une efficacité qui va être décuplée quand justement ils vont être entraînés sur des cas spécifiques et sur des verticaux beaucoup plus précis. Alors, effectivement, deux choses. C'est vrai que le principe quand même de machine learning, pour faire simple, on pourrait quand même envisager que le principe du recours à l'intelligence artificielle, c'est de confier
à l'algorithme l'exécution de la tâche. C'est-à-dire que vous lui dites, voilà, tu me surveilles et c'est toi qui prends la décision de faire le tri. Dans le cas du machine learning, on est davantage dans un pléthore de données que l'analyste ne peut pas traiter matériellement, intellectuellement, physiquement et un peu financièrement, parce que ça veut dire qu'il faudrait mettre beaucoup de gens. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On dit, voilà, moi, je vais demander au logiciel, à l'algorithme, de produire une analyse disant, moi, j'ai un doute sur ça, ça et ça. Et donc, on réserve l'expertise humaine pour dire « Ah oui, effectivement, ça c'est vrai », et lui va renseigner en disant « Non, mais ça c'est un faux positif ». Bon, au contraire, non, effectivement, c'était pertinent. Et je pense qu'il y a quand même cette phase transitoire dans notre domaine de la cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'on a des données qui sont largement incertaines, liées à la composition informatique des programmes qui, on l'a appris, sont quand même porteurs de bugs originels, donc on n'a pas un truc qui est totalement pur ethniquement. Ouais. Deuxièmement, on a effectivement des comportements qui peuvent être anormaux, mais qui ne sont pas pour autant problématiques, c'est-à-dire quelqu'un va se connecter à un endroit, mais en fait il pourrait, donc si on confie ça à une machine, elle va juste bloquer, alors qu'en fait l'interprétation humaine permettrait de... Et effectivement, et la troisième chose, c'est garder à l'esprit que notre environnement, c'est la malice. La malice. Et une machine n'est pas encore, de manière systématique et performante, malicieuse. Malicieuse, c'est quelqu'un qui va comprendre la dissimulation, qui sont des sentiments effectivement très humains. Et c'est vrai que... Complexe. Voilà, complexe. Et surtout, c'est un peu comme le faire comprendre à une machine la notion de second degré, la notion de sous-entendu. Je dis quelque chose, mais je pense le contraire. Elle va prendre les verbes, sujet, complément. Elle va comprendre que je dis que Antonin est un garçon très sympathique et personne ne peut douter de la réalité de cette affirmation. Même si le ton que je pourrais utiliser permettrait à certaines d'entre vous, qui êtes des intelligences tout à fait éclairées et humaines, douter de la sincérité de mon affirmation. Mais donc on voit bien que si on lui avait juste dit c'est un garçon très sympathique, dire bah effectivement Antonin est un garçon très sympathique. Et donc c'est vrai que nous avons quand même à gérer en face pas des machines qui sont offensives, mais qui répondent quand même à des attaquants humains. Et c'est quand même ça notre but. On n'est pas en train de lutter contre une maladie, contre une tumeur qui n'est pas incarnée avec une malice. Alors la tumeur, elle peut réagir, elle peut connaître des déploiements et des initiatives, mais elle n'est pas animée de cette malice. Et donc nous avons quand même à concevoir qu'au bout de la chaîne ou en haut de la grande pyramide adverse, il y a un humain qui essaye de contourner la fameuse ligne Maginot-numérique ou l'équivalent. Donc c'est quand même aussi une particularité par rapport à d'autres environnements qui n'ont qu'à lutter contre des éléments mécaniques et physiques relativement stables et peu opportunistes quant à conduire des opérations de réaction. Mais juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, Rodrigue, sur la convergence, moi je suis assez d'accord. Alors pas forcément sur le fait de les mélanger, mais à un moment donné, typiquement, nous on fait des outils qui vont faire de la détection sur le réseau, on va utiliser des algorithmes qui vont faire du calcul de déviance. Pourquoi pas automatiser l'interrogation par l'outil vers ChatGPT de « si tu vois ça », qu'est-ce que tu penses d'un résultat de ce type-là, etc. C'est imaginaire, mais la convergence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les équipes opérationnelles de cybersécurité, dans les SOC, etc., pourraient très bien avoir des outils, leur SIEM, leur outil fédérateur, leur XDR, comme on le dit maintenant, qui intégreraient un ChatGPT-like, j'en sais rien, qui leur permettrait d'accélérer la prise de décision ou de conforter un ressenti versus une multitude d'informations qu'ils auraient pu, que cette IA aurait. L'approche, c'est que cette convergence, elle va peut-être se faire par couches. Ouais. Et en fait, on sera sur des couches basses. À un moment donné, on aura un moteur spécifique, et c'est ce qu'on fait sur des technologies réseau, NDR, XDR. Et après, on aura tout le travail de l'analyse qui va être sur des couches humaines, où là, on a besoin finalement d'une autre IA. Et c'est peut-être là qu'on se rejoint finalement, c'est que ce que tu dis, c'est qu'on n'aura pas une IA, mais on sera obligé d'avoir des IA super spécialisées qui vont venir s'empiler les unes aux autres. Ça fait ma prédiction, qui n'engage que moi évidemment, c'est de dire que plus tard, ce ne sera pas la sortie du SIEM ou du MDR qui va être envoyé sur ChatGPT, mais plutôt, on aura la capacité d'entraîner chacun nos propres modèles sur notre réseau parce que ça va coûter de moins en moins cher chaque année, et qu'à terme, ce ne sera pas la peine d'aller parler à ChatGPT. Il y aura un modèle qui aura été entraîné sur tes données à toi. C'est pour ça que je parlais d'un ChatGPT-like. C'est ça. C'est quelque chose qu'on aurait... Mais qui ne sera pas généraliste comme ChatGPT, qui sera au contraire extrêmement spécialisé par rapport à tes propres données, tes propres besoins. Et avec ça, on règle un bout de la question de la propriété des données. C'est-à-dire que je prends un grand acteur de la finance et de l'information financière, Bloomberg. Bloomberg dit, moi, en fait, ça fait 30 ans que je fais de la donnée financière. En plus, Bloomberg a eu
une idée à l'origine, c'est-à-dire d'avoir un terminal qui lui appartient avec une informatique qui lui est propre. Et donc effectivement, là, on imagine ce que tu appelles un chat GPT-like ou un chat GPT même utilisé uniquement en marque blanche, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'il a des données qui sont homogènes, qui sont sur une durée conséquente et qui sont cohérentes parce que c'est des données financières pour les entreprises cotées qui concernent des résultats, des chiffres, des performances, etc. Et là, vous avez quelqu'un qui va pouvoir effectivement faire son univers à lui avec ces données et bénéficier de la mise à disposition de cette intelligence agrégée et exploitée à partir de données. Et effectivement, ces verticales-là s'expliqueront aussi par le fait de dire, mais attends, moi, si j'ai un historique de consommation, vous êtes un très grand groupe hôtelier, vous avez un historique, je sais ce que les gens consomment, ils ont les cartes de fidélité, j'ai les éléments. Bon, les partager avec des tiers, c'est d'ailleurs ce qu'un certain nombre d'acteurs, vous avez vu, Samsung a été obligé d'interdire à ses collaborateurs. Pourquoi ? Parce que, effectivement, la tentation, c'est de dire, bah, attends, j'ai un outil qui fonctionne, je fais un CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V, enfin je caricature un peu, mais je mets mes données. La seule chose, et il faut bien dire, et d'ailleurs c'est ce qu'on a eu dans tous les domaines du numérique, c'est-à-dire qu'il y a bien un transfert de propriété, puisque dès lors que vous versez dans la communauté, bah, effectivement, vous mettez à disposition des données. Et donc, la question est de se dire, bah, effectivement, est-ce que j'ai vraiment intérêt, qu'est-ce que je risque, et est-ce que j'ai le droit, éventuellement, s'il y a des prescriptions juridiques, et donc de se poser la question. Et donc, c'est vrai qu'on peut avoir arrivé à terme des univers, et que ceux qui détiendront ces données devront, les identifier, les caractériser, mais également les défendre, c'est-à-dire faire en sorte que cet actif, parce qu'on ne va pas céder, je pense, enfin, en tout cas, alors il va y avoir un reflux, le fait de se dire on ne va pas mettre en commun une espèce de grande mise en commun de l'ensemble des données dès lors qu'elles ont une valeur opérationnelle. Cette question, on se l'est posée, quand on fait du développement, tu prends GitHub, le nombre d'entreprises qui se sont trouvées avec du code source à elles, copier-coller dans GitHub en te disant avec une question, je ne sais pas résoudre mon problème, est-ce que tu peux m'aider ? Tu fais, on est exactement dans le même principe. Ouais. À part que là, on sort de la communauté des spécialistes et que n'importe quel subordonné, collaborateur d'une entreprise, ayant accès, dans le cadre de l'exercice de son travail, à des données, pourrait dire « Ah bah tiens, j'aimerais bien faire cet exercice, tiens, est-ce que je pourrais ?» Et donc, effectivement, un risque de fuite. Alors, l'interdiction exprimée par Samsung, elle est symbolique, parce que c'est une boîte de technologie. Simplement, c'est où on voit bien quand même le sentiment que le dedans, le dehors, fait que ça va effectivement être un sujet délicat. Alors justement, donc, je vous montre cette image pour ceux qui reconnaîtront les deux chanteurs. On a d'un côté Drake et de l'autre côté The Weeknd. Alors figurez-vous qu'il y a quelques jours de cela, moi j'ai découvert une chanson qui met en featuring ces deux chanteurs exceptionnels. Moi, j'ai cru que c'était le nouveau hit de l'année. Pour vous dire tout, c'est exactement la même voix. On reconnaît la voix de ces deux chanteurs. On reconnaît également le type de musique, le beat qui est utilisé dans leur chanson habituelle. Sauf que ce n'est pas un featuring entre Drake et The Weeknd. Non, c'est une IA qui a généré cette chanson. Alors, tout le monde sur les réseaux sociaux se sont trompés parce que vraiment, c'est à s'y croire. Forcément, pour nous, en cybersécurité, ça nous amène une question. C'est de l'ingénierie sociale. On la connaît très bien dans nos domaines. Et donc, si on est capable aujourd'hui d'imiter aussi parfaitement la voix d'un chanteur et donc la voix d'un CEO et la voix d'un président, qu'en est-il pour les cyberattaquants ? Justement, des fraudes au président, tout simplement. C'est déjà fait. Alors, il s'avère qu'à Paris, nous avons vécu une opération avec un monsieur qui s'est fait passer pour, à l'époque, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Et il n'y avait pas eu toute cette ingénierie-là. C'était un masque en silicone acheté chez un forain et un discours et une mise en scène avec un drapeau français, un drapeau européen. Alors, évidemment, c'est symbolique, mais évidemment, si ça a fonctionné avec un masque en silicone et voilà, et une mise en scène qui, une fois qu'on regarde les images, était quand même un peu surprenante, enfin, en termes de performance, il est évident, et ça va poser la question. En fait, en quelque sorte, la génération qui nous a précédés disait « c'est vrai, je l'ai vu dans le journal », après on a dit « c'est vrai, je l'ai vu à la télé », après on a dit « bon, c'est vrai, je l'ai vu sur Internet », ce qui est évidemment beaucoup plus relatif. La question de la démonstration de la preuve est un des sujets, alors on a mentionné le nom de deepfake, c'est vrai que la mise en scène politique, un des vrais sujets sur lesquels l'État s'engage, c'est de se préoccuper, c'est de dire, voilà, si on montre une vidéo de quelqu'un commettant un geste, tenant un propos, ayant une rencontre, soit amicale ou inamicale, ça dépend du casting qui va être retenu, et qu'on lui dit « alors, répondez, qu'est-ce que vous avez fait ceci ?» C'est très difficile de démontrer que quelque chose n'a pas eu lieu. Vous pouvez démontrer que vous étiez là, que vous avez fait ça. Quand quelque chose n'a pas eu lieu,
c'est qu'on a eu la même chose sur les fraudes informationnelles avec les comptes sur les réseaux sociaux, qu'un certain nombre d'acteurs ont pris pour mener des opérations de désinformation. Un des biais, pour avoir travaillé pas mal sur le sujet, était un des moyens d'identification était qu'à un moment, il fallait incarner ces personnages frauduleux qui n'existaient pas, des identités montées de toutes pièces. Et donc, à un moment, il fallait quand même bien l'incarner. Et donc, les uns les autres sont allés prendre sur des sites internet de photos, sur des annuaires d'anciens élèves d'université, des photos qui n'avaient pas été numérisées, pour que dans les moteurs de recherche de photos, en tout cas, on ne les retrouve pas ou elles étaient retouchées de manière à ce qu'elles ne soient pas repérables. Bon, à un moment, je prends l'exemple, j'ai un souvenir d'un ancien joueur de tennis suédois qui avait été officiellement pris comme étant un spécialiste pour critiquer sur commande une entreprise, bref, une opération de déstabilisation informationnelle. C'est en retrouvant ce vrai joueur de tennis suédois à la retraite, qui d'ailleurs était devenu directeur commercial dans une entreprise de Suède, qu'on peut dire, attendez, il n'est pas analyste dans telle banque et donc son analyse critiquant ouvertement telle entreprise n'est pas fondée parce qu'en fait c'est un vrai monsieur qui existe et il est ancien joueur de tennis suédois. À partir du moment où le visage, la vidéo, le réseau social dans lequel vous allez l'intégrer, c'est-à-dire que vous allez semer sur YouTube, Dailymotion ou autre, des séquences où il va jouer avec ses enfants, il va être au tennis, il va avoir une vie documentée. La capacité à démontrer que derrière cette vie documentée, ce n'est pas quelqu'un de réel, mais ce ne sont que des octets, elle va être très compliquée. Et donc, surtout que quand on va polluer la scène informationnelle avec énormément de profils comme ça, les gentils, entre guillemets, ceux qui vont vouloir identifier, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, vont s'épuiser, vont être obligés de mobiliser, parce que pour documenter que ce morceau n'est pas là, ce propos n'est pas tenu, va demander une mobilisation et donc du temps, de l'argent, qui, évidemment, ne seront pas toujours disponibles dans le camp des gentils. Mais pour revenir sur le deepfake et sur la partie cyber, enfin, il y a même pas 3 ans de ça, une attaque extraordinaire sur Teams. C'est une visioconférence avec une partie de la population, c'était un COMEX de banque, ils étaient tous persuadés d'avoir en face d'eux leur président. En revanche, ce n'était pas le cas. Et ils ont tous exécuté une partie des ordres qui leur avaient été donnés pendant cette conférence Teams. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à faire un certain nombre de choses. Alors, si on le faisait il y a 3 ans, dans les 5 prochaines années, ça va être quelque chose de colossal. Il faut s'y préparer. Les attaques de spear phishing, il faut se préparer à avoir... On connaît tous le mail avec 48 fautes à la ligne. Ça n'existera plus, ça existe déjà quasiment plus maintenant. Ah oui, c'est quasiment du parfait, mais maintenant on va se retrouver sur des attaques systématiquement ciblées, parfaitement cadrées avec la bonne personne, parce que l'IA va être capable d'aller prendre le profil LinkedIn, Facebook, peu importe, je ne sais pas lequel, va aller regarder comment et à qui est reliée cette personne-là, comment elle interagit, qu'est-ce qu'elle publie, la façon dont elle écrit. En général, elle fait ses posts ou elle fait des articles. Et puis va reproduire ça pour faire un mail à une secrétaire, à un assistant, à un collègue, peu importe, donner une instruction. Et là, on se retrouve dans une situation qui est monstrueuse. Je vais être honnête, l'aspect cybersécurité, moi, sur cette thématique-là, il ne m'inquiète pas plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'on arrive dans un monde dans lequel les arnaques au président, ça marchait plutôt bien. C'est de fait. Il y en avait plusieurs, ça fonctionnait. Et que technologiquement, ce soit plus efficace ou que ce soit plus facile, ça a toujours bien marché. En fait. Et donc cet aspect-là, pour moi, il n'est pas pertinent, il ne va pas changer la donne. Là où je suis plus inquiet, c'est effectivement les aspects informationnels, ou les questions de fausses informations, mais aussi ça marche dans l'autre sens. À savoir, je suis persuadé que le prochain scandale politique qu'on aura d'assistant parlementaire qui aura été avec l'emploi fictif ou je ne sais pas quoi, la réponse politique qui sera donnée, c'est non, mais c'est un deepfake. Ou alors, cette image a été générée par Midjourney ou je ne sais pas quoi. Je te rejoins complètement. Je pense qu'un des premiers risques immédiats là, c'est la désinformation, et c'est un risque nouveau. Tu l'as dit effectivement, Nicolas, on n'était pas prêts, on n'a jamais été préparé petit, on lisait le journal, on écoutait la radio, donc on faisait confiance. Voilà, la confiance était un statut, c'était acquis. Et puis il y avait un statut juridique, c'est-à-dire que les gens, le principe, la règle, c'est la loi 1881, et qui est très bien écrite, la preuve c'est qu'elle a passé la technologie, qui est de dire que le principe liberté d'expression, régime de responsabilité. Ici, à partir du moment où vous dites quelque chose, la première seconde de mise en onde, il y a la mise en cause de la responsabilité. Donc, ça s'auto-régulait. Vous avez une chambre à Paris, la 17e chambre correctionnelle, qui ne traite que de délits de presse, c'est-à-dire, on a dit ceci sur moi, c'est pas vrai, ou je suis pas content. D'accord. Mais la difficulté là, ça va être effectivement la capacité d'automatiser, et quand même,
même si les arnaques au président étaient des arnaques de président, je prends un exemple dans un autre domaine, c'est des outils de surveillance, de piratage et d'infiltration qui avant étaient l'apanage de services de renseignement et qui aujourd'hui, si vous prenez le tribunal des affaires familiales de Paris, je dis ça parce que c'est le plus conséquent, vous avez des futurs ex-conjoints qui sont quand même aujourd'hui consommateurs. Je veux dire, on ne va pas faire une opération comme ça, mais la Poste a déployé, il y a un test actuellement dans les Yvelines avec la gendarmerie pour faire en sorte que pouvoir valider très vite si un téléphone, une tablette ou un ordinateur a été piraté, c'est-à-dire est-ce qu'il reçoit, quand vous recevez un SMS, quand vous envoyez un SMS, est-ce qu'il ne les envoie pas dans plusieurs directions. C'est-à-dire qu'on a des outils de piratage qui avant étaient l'apanage d'un service de renseignement, qui aujourd'hui rentrent dans des foyers de manière banale, techniquement accessible et financièrement tout à fait abordable. Par contre, là où, Yvan, moi je challenge un peu plus le sujet ingénierie sociale. Je pense qu'on le vit tous aujourd'hui, donc tout le monde est concerné par l'ingénierie sociale. Est-ce que ce risque va rester bas à l'avenir ? Je ne suis pas certain. Je pense qu'on a déjà atteint les limites aujourd'hui de ce que l'humain est en capacité de détecter lui-même, c'est-à-dire que l'email qui avait des fautes d'orthographe avant, où on pouvait vérifier certains champs qui nous laissaient penser qu'ils ne venaient pas du bon endroit et ce n'était pas légitime, ça va être extrêmement complexe de le faire, de plus en plus complexe de le faire demain. Et je pense que là, il va nous falloir une IA à la rescousse finalement de l'humain, parce que il va falloir pouvoir y répondre. Je vais te contre-challenger, je pense, dans le sens où... Alors, on va pas s'escalader, mais moi, je dirais, déjà, les gens qui disent, avant, on recevait des emails qui étaient bourrés de fautes, et maintenant, ça n'existera plus. Moi, j'ai envie de dire, il y a une technologie révolutionnaire qui s'appelle Microsoft Word, avec le petit squiggly rouge sous les mots, qui permettait déjà de résoudre ce problème. Quiconque voulait envoyer un mail sans avoir à faire de faute dedans, il pouvait. Donc, c'était vraiment qu'une question de volonté. Donc, là, si tu maîtrises la langue, mais parfois, justement, ils faisaient des copier-coller de Google Trad, et donc ils n'étaient pas en mesure de savoir exactement comment corriger le mail. Et c'est là, je pense, qu'on voyait vraiment des grosses fautes. Après, on a les escrocs nationaux, c'est pas une activité d'importation par obligation. Là où je veux en venir, c'est effectivement, les outils vont rendre ça plus facile. L'attaquant qui veut faire du phishing, il y en a pour 1 minute au lieu de 15. Très bien. Mais le risque social engineering, c'est pas il était moyen, maintenant il va devenir haut. C'est avant il était haut et maintenant il est haut. Donc pour moi, c'est là que ça ne marche pas. Là où je te réponds, c'est que je pense, et j'en prends le ChatGPT, il y a une capacité à générer un texte dans un contexte donné, avec une formulation qui peut reprendre le style d'une personne sur la base d'écrits, qui fait que aujourd'hui, il va être de plus en plus difficile, parce qu'on n'est qu'au début, on l'a dit, de ChatGPT, on est en bas de la courbe, d'aller distinguer quel est le texte écrit par l'auteur réellement et ce qui est la version copiée, dupliquée. Ce qui fait que, globalement, si on veut usurper demain, imaginons une personne, et donc dans cette ingénierie sociale, en reprenant les formulations parce qu'on a récupéré, toute la base, la boîte mail d'un salarié parce qu'on lui a piraté son poste et qu'on veut générer des emails. Jusqu'à présent, l'attaquant, il allait reprendre quelques mails, il allait regarder grossièrement à qui il parlait et il va essayer de faire une ingénierie sociale de l'intérieur. Là, avec une IA et potentiellement une capacité à pouvoir générer et apprendre sur une donnée fraîche et nouvelle, contextuelle. Okay. Alors, à ton crédit, effectivement, moi je dirais que j'ai un tropisme qui est des attaquants sophistiqués. Moi, je travaille principalement sur les services de renseignement qui, eux, ont toujours fait l'effort d'envoyer un email en français parfait, en russe parfait, en chinois parfait. Ça. Et effectivement, peut-être que cette capacité que moi je voyais qui m'a l'air, de mon point de vue, sur ma spécialité, qui m'avait l'air déjà répandue, peut-être que ça va tomber dans un grand public. Aujourd'hui, c'est ça, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est pas une notion de risque plus haut, c'est la massification et la vitesse à laquelle ça va se propager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça visait un certain type de personnes. Demain, le risque en cybersécurité, il est que quelqu'un dans l'IT peut recevoir un ordre qu'il va penser légitime parce qu'il sait que son chef lui écrit comme ça, qu'il commence toujours ses phrases comme ça et qu'il les termine toujours comme ça. Et il va donc appuyer sur stop sur le firewall. Je dis n'importe quoi, mais ça peut se terminer comme ça. Ou alors donner un code, les derniers codes d'accès parce que le token ne fonctionne plus, il le reset et on n'en parle plus. Et c'est pas forcément le risque est plus haut, c'est juste que la surface d'attaque devient colossale. Le risque est plus haut. Moi, ça m'amuse. Il y a quelques années, j'avais fait un livre qui s'appelait La cyberguerre, la guerre numérique a commencé. Et je vois bien l'accueil qu'il a eu, très bien. Et je voyais dans les entreprises, quand je racontais mon histoire, on me disait oui, formidable, la guerre, mais voilà, c'est un truc de service de renseignement. Alors, moi qui travaille je fais des yaourts, ou je fais de la lunetterie, ou je fais des couches culottes, ça ne me concerne pas. Et la deuxième chose, c'est si d'aventure ça me concernait, c'est-à-dire que si un État
me ciblait dans le cadre de sa stratégie de défense ou militaire, bah, j'aurais qu'à prier pour essayer que ça limite l'impact, mais je ne pourrais pas résister. Et donc, vous me parlez d'un sujet que je conçois intellectuellement, mais qui ne me concerne pas. Et quand, quelques temps après, il a fallu creuser, je me suis dit, bah, il faut absolument glisser de la cyberguerre vers la cybersécurité pour que des gens se disent, et c'est là où on arrive, effectivement, avec des usages et des appropriations qui deviennent dans le grand public. C'est pour ça, quand je prenais le fait que dans les familles, on a des usages d'outils d'interception, de géolocalisation, de pistes qui sont de frappe clavier, etc., qui sont avant, mais voilà, il fallait être James Bond. C'est Mr. Q qui donnait ça à James Bond avant de partir en mission. Là, on a monsieur, madame, tout le monde qui est capable, et qui d'ailleurs, c'est même pas qui est capable, qui l'utilise, puisque ça devient d'une grande banalité dans des procédures intrafamiliales. Et donc, c'est ce vrai sujet-là. Et c'est vrai que c'est peut-être qu'une partie de la réponse, et c'est là où il y a aussi une rupture doctrinale, et c'est bienvenu, parce que une fois qu'on dresse un tableau apocalyptique, on pourrait dire, c'est terrible, on va retourner gratter la terre et planter des tomates. L'idée, c'est de dire, voilà, et c'est vrai que dans la riposte, il va falloir avoir une pluralité d'acteurs qui en tout cas, c'est pas se coalisent au sens d'on va créer un grand conglomérat de la chose, mais en tout cas une diversité d'acteurs et de compétences pour essayer d'aborder des réponses qu'on n'a pas encore forcément en tête. Je dis un mot parce que on est partie prenante pour un certain nombre d'entre nous du campus cyber à Paris, et on a le privilège d'animer ce groupe de travail IA et cybersécurité, et on a des entreprises de tous les domaines qui à un moment se disent, moi je pense que dans ma verticale, ça serait bien qu'on ait ça. Tiens, comment moi, ça c'est des choses où nous on ne l'envisage pas, on ne veut pas être partie, et d'avoir une approche qui sera forcément une rupture par rapport à des traitements monoblocs, mono-communauté. Il ne peut pas y avoir une réponse, de toute façon, on n'y arrivera pas. C'est ça. Et donc la réponse, ça va être, en tout cas, une des marches positives dans une réponse, c'est d'avoir des gens d'horizons différents, des entreprises utilisatrices, des entreprises de soft, des entreprises de conseil, qui vont à un moment se dire, voilà, on va essayer de travailler sur des modèles qui ne seront jamais, en tout cas, figés, mais qui devront être adaptés à ces environnements, sachant évidemment que c'est un appel à travailler de manière très évolutive, parce que ChatGPT a connu sa version 3, sa 3.5, sa 4. Alors après, bon, ça devient un peu, un élément de communication, mais on voit bien que les fonctionnalités, alors je pense, OpenAI, Microsoft, on a sous le pied, je pense qu'il y a une très belle mise en scène. C'est intéressant comment une entreprise qui avait une image un peu conservatrice, dirons-nous, a baigné dans la mode, s'est appropriée, et que Google, là encore à grande classification, mais qui avait une image de modernité, d'innovation, se retrouve un peu en difficulté. Et donc c'est vrai que c'est des ruptures auxquelles il va falloir, pour y répondre, se mobiliser de manière là aussi inhabituelle, ou en tout cas peu commune. Alors là on a un public qui vous écoute de façon très très méticuleuse, qui débat énormément, mais aussi qui pose des questions. Je vais en prendre juste 2 au milieu de cette table, et puis on reprendra les questions que moi j'avais préparées. On a Jean-Marc qui vous demande, les hackers utiliseront également l'IA pour trouver les failles de sécurité sans compter les nouveaux outils qu'ils vont développer eux-mêmes. Il y aura un souci de réactivité, et on sait qu'ils ont très souvent une longueur d'avance. Alors comment faire face à cette différence ? Déjà, ils le font déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'évaluation d'une surface d'attaque d'un système d'information, quel qu'il soit, il n'est pas humain. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller chercher une par une. C'est soumis à un certain nombre de choses. L'IA est en train d'accélérer ça, mais pire. L'IA va accélérer la découverte, mais aussi l'exploitation de cette vulnérabilité. Et c'est là où ça devient très complexe pour nous. Parce qu'on avait le temps de sentir qu'on était reniflé. Maintenant, au moment où on s'aperçoit qu'on est reniflé, on sait que c'est déjà passé à côté. Donc il va falloir qu'on change une posture qui est celle de la cyberdéfense. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, effectivement, on peut construire des systèmes d'information robustes avec des mécanismes de détection, mais il faut aussi se mettre dans la posture de « je fais le nécessaire pour ne plus être vulnérable ». C'est grossier ce que je dis, parce que ne plus être vulnérable, ce n'est pas possible dans l'absolu. Mais il faut tout faire pour être le moins vulnérable possible, ou en tout cas savoir où est-ce qu'on en a, et être capable d'intervenir le plus vite possible. N'oublions pas les fondamentaux. Ne partons pas bien en tête en se disant je dois vite déployer ChatGPT pour compenser tous les défauts de sécurité que je peux avoir dans mon infrastructure. Les fondamentaux de cyberdéfense seront les premiers remparts. Après les attaquants, et c'est déjà le cas, les rançongiciels aujourd'hui, ils ont fait toute une ingénierie pour exploiter plusieurs failles de sécurité, pour avoir des capacités, justement, on avait toutes les étapes de déploiement qui ont été complètement packagées ensemble. Ce sont des produits bien construits, efficaces.
l'intelligence artificielle qui sera embarquée demain. Ils seront en capacité de s'adapter à l'environnement dans lequel ils seront. Ils seront en capacité probablement de faire beaucoup plus de choses que simplement de l'extorsion au travers du chiffrement, de la fuite de données. Ils pourront être sur des missions bien plus complexes. Et donc, oui, les attaquants demain seront beaucoup plus rapides, plus performants. Il faut garder des lignes de défense super propres. Et après, aucun doute, il y aura des IA défensives. On a de la chance, on a des acteurs autour de la table qui sont là, qui travaillent dessus. Espérons que ce ne soit pas que les très gros Américains, évidemment. Mais oui, il va falloir réagir. Alors moi, je voudrais ajouter une note d'optimisme à ce que tu dis. C'est le fait que ces outils dont on a un petit peu peur d'attaque via IA actuellement, ils vont être à double usage, dans le sens où ils vont être utilisés par les attaquants, mais peuvent être aussi utilisés par les défenseurs. Bien sûr. Prenons des exemples précis. Imaginons qu'on a une IA qui est experte en lecture de code source et qui trouve des vulnérabilités dans ce code source. Effectivement, on peut dire si les attaquants ils vont trouver des vulnérabilités, ça va être catastrophique. Mais en pratique, si cette IA, elle advient, et je pense qu'elle adviendra, quelle va être l'application première? Ça va être Microsoft qui va l'utiliser sur tout GitHub, qui est le repository, le dépôt de tout le code source, tout le code open source, et même un peu privé de la communauté informatique, et il va l'appliquer à grande échelle pour trouver des vulnérabilités. Si jamais on a une IA qui fait des scans de système et puis il rentre à l'intérieur automatiquement, effectivement les attaquants ils vont s'en servir, mais ça veut dire aussi qu'on aura la capacité de faire des audits de sécurité à énorme échelle et de manière en fait finalement très abordable. Et je pense qu'à ce titre, ces outils dits d'attaque et dont on a des raisons légitimes de s'inquiéter, ils vont surtout avantager les défenseurs, au moins sur le long terme. Alors, on a une autre question. C'est passé la période de... C'est ça, c'est le hype cycle où, à un moment donné, on sent... Mais c'est exactement ça. Hein. On a un autre internaute, donc Damien, qui pose une question, et je pense qu'il rebondissait à ce que vous disiez tout à l'heure, Nicolas, sur la réglementation. Est-ce que les réglementations telles que NIS 2 vont réellement être pertinentes face à des IA qui vont pouvoir adapter les modèles d'attaque? Alors, NIS 2, pour redire un mot, donc, pas vraiment concerné. Alors, ça, oui et non. C'est-à-dire que NIS 2, c'est donc la deuxième version d'une directive qui a été adoptée en 2018 et qui a considéré qu'il fallait qualifier d'opérateurs de services essentiels, c'est-à-dire imposer à des acteurs économiques des règles de sécurité particulièrement exigeantes en raison de la nature spécifique de leur activité. En clair, vous ne pouvez pas, en tant que dirigeant d'une entreprise du secteur de télécom, de la banque, du traitement de l'eau, de l'alimentation, etc., enfin, il y a une dizaine de secteurs, vous ne pouvez pas considérer que la sécurité n'est pas un sujet. En clair, après tout, si je me fais pirater, j'assume mes propres pertes et je perdrai de l'argent, mais j'ai le droit de ne pas être protégé. Non, la réglementation, alors française et également européenne, dit non parce que la spécificité de votre activité impose que vous ayez des règles de sécurité. Donc ça, c'était NIS, donc la Network Information Service et System. Et donc l'idée, c'est d'arriver à NIS 2, donc deuxième version. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour un pays comme la France, c'est à peu près quelques centaines d'entreprises qui étaient concernées par NIS sous l'autorité de cette réglementation. Là, on va passer des dizaines de milliers. Ah ouais. Donc, en fait, on s'est aperçu que cette règle de sécurité avait été plutôt performante et donc on va l'étendre. Donc, ça va contribuer à hausser, dès lors que les entreprises se mettraient en conformité, à hausser le niveau de sécurité. Par contre, on a au sein de l'Union européenne une réglementation. Alors, toujours cette blague disant qu'effectivement, les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens régulent. On a un IA Act qui est prévu, qui est en cours de discussion, d'élaboration. Donc évidemment, il ne s'agit pas de freiner ou d'interdire, mais de poser des règles. Alors c'est important parce qu'on a commencé à l'évoquer, on voit bien que ça va jouer sur la problématique des données personnelles, des données, et donc dans un grand nombre de cas, justement, précisément des données personnelles. On va avoir des problématiques concernant les activités dites duales, civilo-militaires. Nous avons des distinctions en termes juridiques, effectivement, et puis la notion d'intérêt de pays qui vont effectivement fixer des règles, des limites, parce qu'ils vont considérer, on a vu que l'Italie s'est interrogée, alors temporairement, puisqu'ils sont revenus sur leur interdiction de ChatGPT, mais c'est l'autonomie d'un gouvernement, d'un pays souverain, de dire, voilà, j'ai arrêté, on va suspendre, après ils y sont revenus, mais donc il y aura cette phase de discussion. La réglementation, ce qui est intéressant, contrairement à la vague où l'Union européenne avait été vue un peu de manière, comme disent les Anglais, wet blanket, c'est-à-dire un peu rabat-joie, le côté en faisant sa réglementation. Là, les États-Unis, un certain nombre de personnes, d'acteurs de la communauté ont dit « Ah, là, on change de braquet quand même en termes de fonctionnalité, ce serait bien qu'on se mette autour de la table. » Alors,
on a évoqué cette histoire de moratoire. Alors, c'est un moratoire il est problématique, ce moratoire, parce qu'il dure de 6 mois. Donc, 6 mois, c'est globalement, on se revoit à la rentrée. Hein, voilà. Alors, on part en temps de partir en vacances, Roland Garros, tu connais. Et ensuite, Tour de France. Et hop, et ben ça y est, on aura fait notre moratoire. Hein, voilà. Et donc, et puis, ça peut être vu comme étant un moyen de figer la scène en disant, oh, moi, j'ai pris mon avance pendant ce temps-là. Voilà. On a des précédents où cette technique a été utilisée. Donc, c'est pas satisfaisant. Et puis, les méchants, désolé de classifier le monde comme ça, eux ne s'arrêteraient pas, donc on aurait les gentils ou les autorités des pays qui se bloqueraient et les autres qui continueraient à avancer. Voilà, c'est intellectuellement en tout cas peu satisfaisant. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de rupture dans lequel effectivement il faut de l'économie, du droit et de la technologie. C'est une convergence plus que jamais des 3 dimensions. Alors j'aimerais vous montrer, est-ce que vous le reconnaissez? Oui. Qui c'est? Yann Leca. Oui. Voilà. Donc, qui est l'un des pères fondateurs finalement et parrain de l'intelligence artificielle et qui a une vision quand même assez positive de l'IA. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, puisque certains ont une vision pessimiste. Beaucoup, justement, prônent le fait que l'émergence et l'arrivée d'outils IA va potentiellement faire perdre des emplois à certaines personnes, à certaines activités. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser cette question-là dans la cybersécurité? Est-ce que les IA défensives vont-elles mettre au chômage certains professionnels de la cybersécurité? Est-ce qu'on peut se le dire? Aujourd'hui, je répondrais non. Là, dans l'état actuel des choses, clairement non. Le faux positif, le faux négatif, tout ça, ça génère... Enfin, on en parlait tout à l'heure, la notion de réflexion humaine pour aller prendre une décision, évaluer un risque, etc. L'humain restera, quoi qu'il arrive, important dans le dispositif. Devrait ou doit rester. Doit rester c'est pas pour important. ça qu'il le gardera, restera, mais devrait rester. C'est ça. Maintenant, je sais pas, je peux pas prédire l'avenir, donc je sais pas, vu ce qui s'est passé les 5 dernières années sur l'IA, je sais pas ce que ça va donner les 5 prochaines, donc je peux pas prédire ce qui va arriver. En revanche, aujourd'hui, il n'est pas question de prendre un socle, de le vider et de dire on va mettre ChatGPT au milieu, il va se débrouiller tout seul et puis il va faire le job. Enfin, le job sera mauvais ou à moitié raté. Je suis plus pessimiste que toi. C'est-à-dire, effectivement, à l'heure actuelle, c'est vrai que là, la question, elle ne se pose pas. J'ai déjà parié par le passé contre l'IA, j'ai perdu tout le temps. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je suis convaincu, déjà, même par les expériences que j'ai faites moi-même sur à quel point je peux automatiser mon travail au jour J, je suis convaincu qu'à moyen terme, voire à court terme, les emplois dans le monde de la cybersécurité, je ne dis pas qu'ils vont forcément disparaître, mais je dis qu'ils vont être profondément transformés. Ils vont bouger, ils vont shifter. Transformés à quel point? Peut-être qu'ils vont être transformés au point où ce que faisaient 10 personnes avant, il n'y aura besoin que d'une seule personne. Peut-être qu'on va en arriver là. Et auquel cas, les 9 qu'il y avait, qu'est-ce qu'elles deviennent? Tu les spécialises sur autre chose, tu les fais travailler sur des choses qui ont une valeur ajoutée. L'automatisation en tant que telle, c'est pas une valeur ajoutée. Alors là, pour le coup, André et moi, on le sait. C'était la course. On a toujours cherché à automatiser, non pas pour licencier des gens. C'était juste dire, ça n'a pas de valeur ajoutée. On gagne rien. Je vais prendre la personne qui le fait. Pour moi, la comparaison la plus adéquate avec cette révolution de l'IA qui arrive, et je peux me tromper là-dessus encore une fois, mais c'est la révolution de la machine à vapeur. Et on pouvait dire à l'époque où l'automatisation elle n'apporte pas de valeur, etc. Il s'est avéré que les machines ont remplacé les ouvriers agricoles et que ces gens-là, ils ont perdu leur emploi, ils ont dû en trouver un autre dans les villes. Alors effectivement, ils n'étaient pas au chômage, ou alors au bout d'un certain temps, ils n'étaient plus parce qu'on a transformé la société, mais c'est une transformation sociétale qui a été très profonde et qui s'est faite dans le sang. En plus. Donc moi, c'est plutôt ce genre de choses-là auxquelles je m'attends. Ce que je veux dire, c'est que, pour faire très simple, aujourd'hui, on manque cruellement de profils en cybersécurité. On en manque cruellement. Tu prends un SOC, aujourd'hui, on leur fait faire un certain nombre de tâches répétitives ces tâches-là n'ont pas de valeur ajoutée. L'automatisation, on en a une énorme valeur ajoutée. Parce que justement, ces profils-là, on va les reprendre et les mettre sur des tâches qui ne peuvent pas forcément être automatisables, qui ne peuvent pas être traitées par une IA, etc. Et utiliser ces profils qui ont été formés, qui ont un background maintenant en cybersécurité, quel qu'il soit. Un niveau 1 dans un SOC, il a un background, il est important dans le dispositif, mais on va lui faire autre chose, parce que sa tâche, là, elle n'a pas d'intérêt en tant que telle. Elle n'a plus d'intérêt en tant que telle, parce qu'elle est devenue massive, parce qu'elle est devenue répétitive, elle est même devenue brouillonne. Aujourd'hui, on est noyé sous des signaux qui veulent, pour la plupart du temps, rien dire, parce qu'il y en a trop. C'est pas que l'information n'est pas intéressante, c'est qu'en fait, elle est tellement colossale qu'elle n'est plus traitable correctement. Je pense, on est d'accord sur aujourd'hui. Je pense que tu as raison pour dans 5 ans, et je pense que dans 10 ans, ce sera encore différent. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas, en fait. Je suis incapable de dire. Je complétais, je pense que là, ça veut dire, en tout cas, il y a urgence à prendre des actions maintenant sur tout ce qui est éducation, programme éducatif. Je pense qu'il faut commencer assez tôt pour justement anticiper cette transformation. Parce que tu parles de 5 ans, Yvan. Allez, je vais peut-être être un peu plus pessimiste. Je me dis, dans 10 ans,
Dans 10 ans, évidemment, dans 10 ans, le travail dans un SOC, donc à faire de la détection, de la qualification, enfin de la qualification d'alerte, de l'investigation, ne sera pas du tout le même que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais ça, c'est qu'un exemple. Moi, Voilà. moi, je parie quand même pour 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir une concentration d'acteurs. D'accord. C'est-à-dire que l'aménagement du cadre de travail va basculer avec une concentration. Il suffit de voir le carnet de chèques pris par un certain nombre de grands acteurs du numérique pour être la porte d'entrée et être la porte d'entrée. En disant, écoutez, c'est compliqué d'avoir la messagerie, d'avoir la gestion du cloud, d'avoir la gestion de tout ça. Moi, je viens, il y a un guichet unique. Et à partir du moment, en fait, on va buter. Enfin, ce qui va être le libérateur, c'est le fait d'assumer la responsabilité du pilotage. À partir du moment, c'est un peu comme avant, tu entretenais ta voiture, tu sais, ta Rolls que tu avais acheté en espèces, et tu entretenais ta Rolls. Là, maintenant, tu es en leasing. La voiture, elle est plus à toi. En fait, tu vas prendre le service de transport. Tu vas faire avec... Non, mais tu vas de plus en plus. Et donc, je pense qu'un certain nombre de services numériques vont être des prestations all-inclusive, c'est-à-dire des qui vont prendre. Et donc, ça veut dire que tu n'auras plus besoin d'avoir chez toi la personne qui va faire certaines fonctionnalités. Le risque étant, à ce moment-là, et c'est là où je plaide, moi, et tu as raison, pour l'éducation, la formation, c'est-à-dire il ne faudrait pas que dans les entreprises, nous n'ayons affaire qu'à des acheteurs, une acheteur de solutions. On achète mal ce qu'on ne comprend pas. Et donc, effectivement, avec ce risque de dire, mais attends, ça je peux le confier à l'extérieur, ça je peux le confier à l'extérieur, ça je peux le confier à l'extérieur, le risque étant effectivement que l'entreprise soit dans la main de ce grand fournisseur qui, au début, et on l'a vu, aura fait une offre commercialement très attractive, peut-être même gratuite d'ailleurs, un peu comme le dealer qui a offert sa cam aux clients environnants et qui, à un moment où ils sont devenus accros, va se mettre déjà à mettre des prix et augmenter ses tarifs. Bref, et donc là, on va être effectivement dans un sujet que Yann Lequin dise, il a tenu des propos très durs contre l'annonce du moratoire, c'est normal, c'est son métier. Donc il ne va pas vous dire, quand quelqu'un vous dit il faut tout geler, il ne va pas vous dire. Deuxièmement, alors j'adore citer mes livres, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Frontières.com, c'est typiquement ce raisonnement-là. C'est-à-dire qu'une entreprise dit à la communauté, à l'État, c'est-à-dire au régulateur, mais des pays, pas des États-Unis, écoutez, laissez-moi faire les règles. Je vais m'en organiser moi-même. Alors que le privilège d'un État, et là je parle des États démocratiques, c'est de faire des lois votées par des gens qui ont été choisis par le suffrage universel. Et là, vous avez quelqu'un qui dit non, attendez, les règles, je vais les faire. Donc ne vous en occupez pas. Et c'est vrai que plus cette expertise vient dans des grands conglomérats économiques, plus elle déserte les autorités de régulation. Et moi, il faut donner un coup de chapeau un peu à l'ANSSI, un peu à la CNIL, un peu comme cyber, c'est-à-dire d'avoir des gens qui, dans les États, dans les structures étatiques, sont capables de discuter avec les collaborateurs de Yann Lequin qui sont à la pointe, rémunérés dans de très bonnes conditions avec des outils de travail très performants, parce qu'effectivement, le risque étant d'avoir un transfert à des tiers de l'autorité et du concept dans lequel ça va évoluer. J'ai une question pour toi là-dessus. Oui. Est-ce que, justement, ce dialogue-là avec le ComCyber, l'ANSSI et la CNIL, il risque pas d'être court-circuité par les lobbyistes de Meta et Google qui sont payés des millions de dollars? Alors, je ne veux pas incarner spécialement les points d'entrée, les points de faiblesse, mais c'est un vrai sujet. Oui, bien sûr que c'est un vrai sujet, parce qu'ils ont une expertise, de la même manière que dans des services d'enquête, on a des ingénieurs brigades de gendarmerie, enfin services de gendarmerie, qui ont des compétences pour caractériser et comprendre le cheminement d'organisations puissantes d'un point de vue financier, d'un point de vue technique. Et là, c'est pour ça qu'on a un vrai projet de société. Alors, ça paraît très pompeux d'évoquer ça, mais on a un vrai projet de société qui, il ne va pas se résoudre, mais en tout cas, il sera mieux armé par l'éducation de la génération montante, la génération des décideurs politiques, économiques, presque un peu philosophique aussi, parce qu'à un moment, effectivement, des vrais choix de société sur des options. Est-ce que c'est accessible, mais est-ce qu'il faut le faire? Alors évidemment, on va être dans des concepts qui sont très humains et sur lesquels, effectivement, l'IA, elle, est un peu démunie parce que c'est pas son terrain d'expression favori. La seule chose, c'est, effectivement, il faut sortir le sujet des spécialistes pour que ça devienne un sujet d'intérêt général. Effectivement, donc justement, Lequin avait dit donc l'IA amplifie l'intelligence humaine comme la machine amplifie la force. Donc, extrêmement positif sur le sujet. Je vois que vous étiez justement pas du tout d'accord. D'un côté, on avait de l'optimisme et de l'autre, pas d'optimisme. Et bien, figurez-vous qu'on a un public qui est plutôt également mitigé, puisqu'on a d'un côté un fun fact de Joël qui vous dit IBM veut remplacer 30% de ses employés administratifs sur 5 ans par l'IA. Fonctions support, voilà. Dans les RH. Voilà, et donc qui est suivi par Damien qui n'est pas d'accord. Nous allons être beaucoup plus efficients. Aujourd'hui, on perd un temps énorme à s'adapter, à adapter ce que l'on recherche et à faire de l'informatique. Demain, ce sera l'outil qui va s'adapter.
Oui, la question. Voilà, Alors, on a les par deux, contre, on parle d'économie là. Qu'est-ce que c'est que l'économie? C'est la gestion de la rareté. Ça veut dire qu'on peut apprécier soi-même de payer une livraison à 1 euro. On peut apprécier soi-même d'avoir une robe ou un pull à 50 centimes ou sur les plateformes. La question est juste si c'est très. En tant qu'acheteur, on est dans une position, je n'oserais pas dire agréable, mais en tout cas, on a la main. La question, c'est d'accord, mais pour mon propre emploi, est-ce que cette automatisation, cette mécanisation et cette concurrence par des logiciels, combien d'emplois peuvent résister à cette... Tant qu'on est du bon côté du manche, on trouve globalement appréciable cette mise à disposition des éléments. Ouais, La seule chose, c'est qu'il y a peu d'éléments qui peuvent y résister. Les deux avis que tu viens de citer, ils ne sont pas forcément contradictoires. Il peut à la fois admettre qu'il va y avoir une meilleure productivité de chacun grâce à ces outils, et en même temps reconnaître que parce que chacun va être plus productif, il va y avoir des redondances qui vont être créées et potentiellement des emplois qui seront plus nécessaires parce que moins de personnes vont faire les mêmes Mais tâches. ça, mais c'est qui seront l'histoire de remplacés. l'IT, en fait. Ouais. Enfin, quand on regarde Oui. l'IT, moi, ça fait 30 ans. Oui, mais le très grand emploi. Parce que là, tu vas jouer, tu vois ce qu'on a dit pour les compositeurs de musique, jusqu'à l'avocat, en passant par le Non, mais je journaliste, suis d'accord, mais là, si on l'analyste, ramène voilà. ça à la cyber et à l'écosystème, ça a été une simplification. On était au départ avec des mecs qui faisaient du filtrage à la main sur des boîtiers simples. On est arrivé sur un firewall qui faisait ça tout seul parce qu'il allait analyser une partie du trafic. Donc, mais chacun a bougé, chacun a appris un nouveau métier. En cybersécurité, ça sera la même chose. On doit s'adapter. La menace, elle attend pas. Les mecs en face, ils vont 10 fois plus vite que nous aujourd'hui. Hein. Il faut pas se leurrer. Je ne parle pas des acteurs étatiques sur lesquels tu es vraiment un hyper spécialiste, mais la masse de ce qu'on subit aujourd'hui comme attaque, c'est pas de l'étatique. C'est des gens qui vont industrialiser des trucs sur lesquels on n'avait même pas prévu qu'ils le fassent maintenant. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de spear phishing, on parlait de production de malware. Hein. Maintenant, ChatGPT peut aider à écrire un malware pour quelqu'un qui en a absolument aucune idée. GitHub Copilot le faisait il y a 6 mois, 1 an. Oui, Oui. non, mais ce que je veux dire, c'est maintenant, c'est GitHub Copilot, il fallait avoir un minimum de connaissances, savoir comment faire, trouver où, pourquoi, avec qui, etc. Là, aide-moi à écrire quelque chose qui va infecter ça. Je schématise en gros. Bah voilà, alors maintenant, elle a sa réponse toute faite. Oui, en disant- C'est non, d'un point de vue éthique, il ne faut pas le faire. Bon, il suffit juste de lui poser toute la question dans l'autre sens, puis elle va finir par répondre. Mais c'est comme l'histoire des vulnérabilités. J'ai adoré ce piège qui a été fait. Non, je ne peux pas vous donner d'informations sur une vulnérabilité après 31 décembre 2021. Et un autre qui dit, qui tourne les choses dans l'autre sens, ça se termine sur une CVE de 2023. Donc on sait bien, à un moment donné, que la data, elle est utilisée d'une manière ou d'une On autre. revient à cette logique de malice que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est que ça. la machine ne conçoit pas justement cette approche, ça je la qualifie de malicieuse, mais qui va permettre de frauder. Tant que vous ne lui avez pas dit que ce comportement était interdit, et c'est là où on a mis des mots-clés, on a mis des éléments thématiques qu'il doit refuser d'aborder avec un échappatoire qu'il va mentionner. Si on a fait l'essai, c'est effectivement une... Mais en fait, ce n'est qu'a posteriori si on a pensé à tous les éléments. Et ça, on l'a connu, c'est intrinsèque à la cybersécurité. C'est intrinsèque à la dissimulation. Lorsque on décide en Chine de bannir Winnie l'ourson des réseaux sociaux chinois, pourquoi ? Parce que des militants ont considéré qu'il avait la même apparence que le président Xi et que donc l'État chinois a dit bon, maintenant je ne veux plus de Winnie l'ourson dans l'Internet. Quand on a décidé qu'une pêche était une paire de fesses, c'est parce que il y a eu communément, avant on n'aurait pas bloqué éventuellement à des fins de connotation sexuelle un symbole fruitier. Bon, et ben on voit bien que la machine, tant que vous ne lui avez pas dit qu'une aubergine peut avoir une signification sexuelle, en fait, elle voit passer une aubergine. Voilà. Bon. Bref, et ça, oui, c'est important, parce que ça veut dire que l'humain, avec sa malice, a des moyens de contournement. Et donc, je veux dire par là, c'est qu'effectivement, et c'est là, on doit le reconnaître, que l'attaquant a le privilège de choisir sa cible, son mode opératoire, son agenda, et donc, évidemment, il a ce coup d'avance. Nous, notre rôle, il est de quoi ? D'anticiper et de détecter, c'est-à-dire de passer du temps à faire en sorte qu'il y aura forcément un primo-infecté, il y aura forcément une victime initiale. Par contre, de la connaître, de caractériser ce qu'elle a subi et de partager auprès des gens en charge de la détection cette information. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on a une communauté bien connue qui est sur la lutte contre les 0D, ce qu'on appelle ces failles non documentées. On parlait de délai tout à l'heure. Je prends un exemple pour avoir bien pratiqué cette 0D initiative, qui est donc la première plateforme mondiale de collecte et d'identification de failles 0D.
Jusqu'à présent, jusqu'au mois d'août dernier, la Zero Day Initiative était dans une logique de dire, voilà, quand on a trouvé une faille, et qu'on va voir un éditeur, voilà, j'ai trouvé une faille, on lui donnait un délai de 90 jours pour corriger cette faille. L'expérience semblait montrer que malgré le caractère critique de certaines de ces failles, il n'y a pas un empressement fou pour procéder à la correction et donc à son déploiement. Et donc il a fallu, et c'est un choix depuis le mois d'août, de dire on va descendre à 60 jours et à 30 jours, un peu pour, pas tordre le bras, mais de dire à un moment à un éditeur, voilà, quand moi, gentil, je vous ai fléché une faille qui a telle et telle fonctionnalité, alors il y a des failles très critiques, des failles qui sont des failles, mais pas forcément d'un niveau de criticité particulier, mais à un moment de dire, voilà, maintenant il faut corriger. Et donc c'est vrai qu'on a de toute façon cette course, et peut-être que l'usage intensifié de l'intelligence artificielle permettra de combler ces failles qui, pour l'instant, sont trouvées par l'intelligence, je ne veux pas dire le génie peut-être, ou la compétence de certains humains qui, à un moment, ont trouvé le point de faiblesse dans une organisation. Alors, Antonin, tout à l'heure, justement, tu parlais de la donnée. Et donc, c'est ma prochaine question. Forcément, quand on pense à de l'IA, ça présuppose grande quantité de données derrière. Et donc, dans le cadre de la cybersécurité, est-ce que les entreprises aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas avoir peur quelque part qu'on ait des entreprises qui aient un monopole, et notamment celles qui ont un accès massif aux données ? En fait, oui, et on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, l'histoire des verticaux. C'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on empêche que l'intégralité de ces datas soit interrogeable comme ça, publiquement, restituable par une IA comme ChatGPT, et qu'on segmente, qu'on silote une partie de l'information, parce que c'est peut-être des secrets industriels, parce que c'est peut-être des données personnelles, parce que c'est peut-être... je ne sais pas exactement, il y a des données business qui m'échappent parfois, mais qui sont hyper importantes pour les entreprises en elles-mêmes, et il faut trouver un moyen pour contingenter ça. La CNIL est un de ces gendarmes-là, mais je ne sais pas aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à ça, je n'ai pas de solution à ça, mais ce qui m'effraie, c'est de me dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, comme tu le disais tout à l'heure, CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V dans ChatGPT, de l'intégralité du document Word qui a été donné par le chef parce qu'il voulait une synthèse. Et là, on se dit, mais ça, c'est juste un document interne. Enfin, à partir de quel moment, SEC 1, SEC 2, SEC 3, ou TLP, RAID, Amber, etc., ça résonne dans ta tête. C'est un vrai sujet sur lequel... plutôt que d'interdire ChatGPT dans un pays, c'est peut-être de se dire comment on manipule la data et qu'est-ce qu'on fait de nos données, où est-ce qu'elles sont, plutôt que d'aller les laisser traîner un peu partout. Peut-être que c'est plutôt ça. Voilà. Et au-delà de la sphère des techniciens. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, on est en train d'explorer. Donc, globalement, tout le monde est en train de tester, tout le monde est en train d'envoyer du code source, comme ça a été fait chez Samsung. Voilà. Et ça amène des incidents de sécurité. Il y a un gros sujet devant nous. Et je pense que c'est les mêmes sujets qu'on a eu sur la partie cloud souverain. Alors, souveraineté, sujet de souveraineté, sortons-le, mettons-le un petit peu de côté. Ça arrive, ça va arriver. Bon, voilà. Sujet de cloud. Voilà, sujet de cloud. Mais cette donnée, effectivement, aujourd'hui, et je pense pourquoi je l'associe aussi à ce sujet du cloud, je pense que l'explosion qu'on voit aujourd'hui de l'intelligence artificielle a été permise parce qu'à un moment donné, on a eu de la concentration de données quelque part. Et ce n'est pas une surprise quand on trouve Microsoft, Google. Alors Google, il n'y a pas de chance pour eux, ils avaient fait une bonne acquisition, je crois, DeepMind, qui a fait beaucoup parler parce que c'était une entreprise européenne en 2014. Ils étaient plutôt en avance. Le modèle qu'utilise aujourd'hui GPT d'OpenAI avait d'abord été le modèle donc, de Transformer, a été déposé par Google un petit peu avant, puis ils se sont fait dépasser par OpenAI, parce que structure probablement un petit peu plus agile, un peu plus petite, donc et finalement une bonne incubation réussie par Microsoft. Et puis Google avait comme cette inquiétude de lâcher le modèle, son modèle économique. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas entendre. Je pense que ça devait être se dire à un moment, mais ça, si tu continues par là, tu as compris que ce qui fait la prospérité de la maison va être mis à mal. Exactement. Et donc, est-ce qu'on va échapper? Alors déjà, il y a ces deux géants américains qu'on connaît. Après, il y a le géant chinois Baidu qui doit le sortir. Attendons de voir. Mais globalement, aujourd'hui, il y a deux grands acteurs américains, un grand acteur chinois qui doit sortir son IA, qui lui sera propre. Oui, là, on va avoir une grosse bataille. Et je pense que Microsoft a réussi à prendre un avantage non négligeable aujourd'hui, OpenAI, structure agile. Et puis, il y a toute la partie cloud. Et je n'arrive pas à la dissocier. C'est-à-dire que cette concentration aujourd'hui de la donnée, elle est juste super utile pour le développement de l'IA. Alors, il y a deux notions de données. Je pense qu'on l'avait évoqué au tout début. La notion de dataset, données référence, c'est super important parce que c'est ça qui fait que demain, l'apprentissage va bien se passer, va être efficace. Puis après, il y a toute cette donnée entrant.
Et cette donnée entrante, justement, on va avoir un algorithme qui ne va pas arrêter de s'améliorer. Il y a deux choses qui vont les développer. Cette capacité à avoir une infrastructure pour digérer des volumes de données juste énormes, et puis aussi l'usage. Et donc, on va forcément avoir un effet de concentration, parce que si à un moment donné, on a une petite IA qui est faite par un ingénieur dans son coin tout seul, personne ne va l'utiliser, et en fait, la donnée qu'il va voir passer sera tellement faible qu'elle sera beaucoup moins efficace, alors qu'on aura un géant qui, lui, va traiter des volumes de données gigantesques. Je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, parce que c'est un point qui est crucial. On était déjà dans un monde où il y avait une concentration de pouvoir, où les grandes entreprises de l'informatique, elles l'étaient parce qu'elles avaient accès à certaines données. Je peux me dire, chez Kaspersky, une des raisons pour lesquelles on arrivait à faire un travail intéressant, c'est parce qu'on avait beaucoup de télémétrie de l'antivirus. Voilà. Et je pense que chaque société qui était considérée ou réputée dans le domaine, c'est parce qu'elle avait déjà des données. Et là, on arrive dans un monde où ces données vont être de mieux en mieux exploitées. Et tu as raison, là je te rejoins totalement en disant qu'on va aller vers une concentration de cette puissance, vers des acteurs qui auront à la fois la donnée et à la fois la puissance de calcul pour l'exploiter. Et qu'on va vraiment arriver à un entonnoir où de plus en plus, on va devoir peut-être s'afféoder à un acteur parmi 3, 4 ou 5 maximum. Ma prochaine question est en lien notamment avec la table ronde qu'on a eue il y a quelques semaines sur l'open source. Alors forcément, l'open source, c'est aussi une garantie de transparence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer des IA en open source et qui vont permettre justement d'enlever ces biais qu'on peut avoir? Alors, là-dessus, il faut faire une réponse qui va être un peu complexe. Tout au début, on a parlé des machine learning et on disait que les modèles qui existaient, on sait comment on les entraîne, mais on ne sait pas comment ils marchent à l'intérieur. Et donc, il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de dire on va créer une IA open source, elle sera visible pour tout le monde, et du coup, tout le monde pourra regarder ce qu'il y a dedans. En fait, ce n'est pas comme ça. La IA peut être open source, elle peut être distribuée librement. Personne ne sera jamais capable d'examiner à l'intérieur, de savoir comment elle marche. ChatGPT, par exemple, OpenAI, il y a 80 milliards de paramètres dedans, GPT 3.5, 80 milliards, GPT 4, il y en a 160 ou je ne sais plus quoi, des chiffres qui sont délirants. Même eux, ils sont incapables de dire tel paramètre, il a telle fonction. Et donc, dire on va avoir des modèles open source et du coup, pour la transparence, contrôle des biais, ça va être utile, ça ne marche pas. Par contre, là où ces modèles transparents et open source, ils ont un usage, c'est justement pour lutter contre ce risque de concentration. Alors, il va y avoir des vrais défis sur arriver à les propager, arriver à les populariser et à les mettre à disposition du public d'une manière qui sera aussi pratique que les services qui sont proposés par les mastodontes du numérique. Et je pense que ça va être notre seul échappatoire en tant que citoyen. Moi, c'est mon seul espoir en fait, pour l'avenir, c'est de dire ces modèles. Il y a une communauté qui est très active. Il y a par exemple un modèle de Facebook qui s'appelle Llama, qui a fuité il n'y a pas très longtemps. Tout le monde peut le télécharger, l'installer chez lui. Alors ça va coûter peut-être en termes de ressources de calcul, il faut un ordi qui coûte 2-3 000 $. C'est pas donné à tout le monde, mais en fait, c'est dans le domaine du possible. Je pense qu'il existe un bout de futur dans lequel tout le monde peut faire ça, peut créer ses modèles, les distribuer, et où il peut y avoir un espace de liberté où chacun récupère le modèle de quelqu'un, lui fait un petit peu de fine-tuning, un petit peu de, comment on appellerait ça en français, un petit peu d'adaptation et de réglage, de personnalisation. Là, voilà, on va avoir un espace de liberté, et je pense que ces petits modèles open source, ils auront cet usage qui sera crucial et qui va entrer en compétition avec les modèles commerciaux et extrêmement répandus que les grandes entreprises du numérique vont nous mettre au fond de la gorge. Mais encore une fois, et je suis entièrement d'accord, hein, mais il va falloir, quel que soit le nombre qu'elles seront, ces IA open source, il va falloir savoir les entraîner, il va falloir les nourrir, les éduquer, entre guillemets. Et ça risque d'être le problème. J'ai une anecdote très marrante là-dessus. Il y a un projet de Stanford qui s'appelle Alpaca. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré le modèle de Facebook, qui valait ce qu'il valait, mais qui n'était pas, justement personnalisé pour répondre aux questions. Il était bon en complétion de texte, mais il n'était pas bon en dialogue. La manière dont ils ont réussi à l'adapter, à le personnaliser, c'est qu'ils l'ont fait parler avec ChatGPT. En fait, ils l'ont fait parler, il a fait 50 000 requêtes, ils l'ont entraîné avec ChatGPT pour qu'il apprenne, et ça a marché. Et ça, ils l'ont fait pour 500 ou 1000 $. Et en fait, c'est interdit par les conditions d'utilisation de ChatGPT. Je pense qu'à l'avenir, ils vont faire un petit peu gaffe parce qu'ils ne veulent pas créer des concurrents comme ça. Mais en pratique, ce ticket d'entrée qui a été très très cher pour OpenAI et qui le sera sûrement pour Google et pour Alibaba, pour les suivants, avec les modèles existants, de la même manière où DeepMind, quand il jouait au Go ou à StarCraft, il jouait contre lui-même jusqu'à devenir efficace, nos IA open source du futur, pour les faire parler avec les IA commerciales, oui, bien sûr, et les entraîner. Après, encore une fois, il faudra trouver cette astuce-là, ou ces astuces-là, mais je pense que c'est crucial. C'est-à-dire que l'apprentissage, on le sait, enfin nous on le voit, encore une fois, je reviens à la cyber, mais
nous, dans nos produits, on fait de la déviance comportementale, etc. L'entraînement, il est hyper important. Et un métier de demain, c'est de générer des données pour l'apprentissage des IA, c'est-à-dire d'être capable de fournir ce qu'on appelle des bases normales, des bases anormales, et d'essayer de lui expliquer ce qu'on expliquait. Ça, c'est A, ça c'est bien, ça c'est B, ça c'est bien, ça c'est C, ça c'est mal, et maintenant tu vas comprendre au fur et à mesure, etc. Et bien, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, qu'il faut produire maintenant. Nous, on souffre parfois cruellement du temps pour apprendre, parce que, comme on fait de l'analyse de trafic réseau, on arrive dans un système d'information qui existe. Est-ce qu'il est normal, pas normal? Ou est-ce qu'on est en train d'apprendre? Bien sûr, et là tu es en train de te dire, ok, mais alors le modèle il est en train d'apprendre du normal dans l'anormal, qu'est-ce que je dois faire, comment je le corrige? Et c'est tout notre challenge à nous. Donc on a aussi nos équipes qui fabriquent du trafic pour l'apprentissage, mais ça fait partie pour moi des métiers qu'il va falloir faire exploser, travailler sur l'apprentissage, le training de nos IA pour qu'elles soient les plus éthique possible, d'accord, sans avoir forcément à manipuler les données personnelles. Tous nos gens obsolètes, on essaie de les mettre là. Entraîneur d'IA. On arrive à la fin de cette table ronde avec la dernière question, et puis Rodrigue, je te l'avais promis, donc on va avoir une question sur la souveraineté, forcément. Quelle donc, chance. je vous montre justement ces chiffres, et j'aimerais avoir déjà votre réaction. Donc, il s'agit des startups en IA par pays. Donc, on voit que la France est en 7e position. On voit qu'on retrouve en première position et en deuxième position alors les géants américains et chinois. Et donc, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on devrait penser à mettre en place une IA souveraine comme on a pu discuter d'un cloud souverain? Alors, 2 choses. Déjà, j'aimerais votre réaction sur ce graphe. Alors, et après, une réponse. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. En fait, la définition même de la souveraineté, je pense qu'elle peut être discutée. Absolument. Je pense que le terme plutôt usuel. Aujourd'hui, si on prend moins de risques, c'est plutôt, on va dire, une IA de confiance. Alors, confiance, ça veut dire quoi? On peut se poser aussi, on peut mettre beaucoup de choses derrière. Confiance dans le... Je pense que l'enjeu, c'est le traitement de cette donnée et ce qui est fait avec cette donnée. Ça semble clé. Aujourd'hui, c'est juste incroyable. On a un service ChatGPT qui coûte rien, c'est gratuit via Bing, ou alors c'est un abonnement qui coûte $20, je crois. Enfin, c'est rien par rapport au service rendu. Et ce que tu as dit, Yvan, était très clair. C'est que toi, aujourd'hui, ChatGPT te fait gagner du temps. Pour $20... Pour zéro. La zéro. version gratuite, ça marche. Voilà, avec la version gratuite, en plus, ça marche. Mais en revanche, voilà, comment est-ce que ChatGPT, derrière, va monnayer tout ça? Quel est le traitement qui va être fait sur la donnée? C'est un sujet très important. Je ne veux pas rouvrir une boîte qui est le RGPD, etc. Le RGPD a amené 2 choses. Déjà, description claire pour l'utilisateur du traitement de ces données et le consentement. C'est quand même important, c'est pas rien. Ce consentement sur le traitement de la donnée... Et pardon, la finalité. C'est très important. La finalité, c'est de dire que quand tu utilises des données personnelles, tu dois obtenir l'agrément pour un usage. Et donc le côté, écoutez, tu me donnes tes données personnelles et je les utiliserai, écoute, je verrai bien en fonction de la demande, en principe, ça, c'est pas possible, puisqu'il doit y avoir une finalité à l'usage de la donnée personnelle. Et puis, sujet de confiance, il y a évidemment la confiance qu'on peut avoir dans l'information qui est amenée. Alors là, les IA génératives, c'est très clair, c'est-à-dire que l'objectif, c'est essayer pour l'IA de sortir un texte qui est le plus cohérent possible. En revanche, il y a plein de cas qui ont été démontrés, plein d'erreurs, notamment sur tout ce qui est factuel, il ne sait pas faire, forcément. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quelle est la confiance que je peux avoir dans le résultat, dans l'information telle qu'elle va être m'amenée, ou dans la décision qui est prise par une IA défensive? C'est-à-dire, est-ce que j'ai 80% de faux positifs? Donc là, en fait, on n'a pas résolu le problème des SOC. Voilà. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quelle est la confiance que je peux avoir? Et donc, comment je peux évaluer le résultat et la performance de cette IA? J'ai une promesse qui peut être très belle parce qu'elle sait me générer un très beau texte, mais en fait, ce texte, il peut ne rien vouloir dire. Et si je n'ai plus l'intelligence moi-même de challenger cette réponse, je ne saurais pas justement exploiter, je ne pourrais pas l'utiliser en confiance. Ça, c'est pour moi le deuxième paramètre, cette confiance sur la donnée et le résultat. Et puis après, il y a un dernier sujet. Il y a de confiance, ça pourrait être les sujets liés à l'éthique. Qu'est-ce que je peux demander à une IA? Qu'est-ce que je peux faire avec une IA aujourd'hui? Comme données. Aujourd'hui, on peut demander à ChatGPT de me donner le mode d'emploi de fabrication d'un explosif, par exemple. Et même si la première fois il dit non, il y a plein de contournements possibles. Qu'est-ce que je peux attendre et qu'est-ce que je peux faire de cette IA? Je pense que ça fait vraiment partie des problématiques. On explore et voyons voir ce que ça donne dans quelques années. C'est tout l'enjeu d'essayer de réguler, de légiférer. Alors, je ne sais pas si c'est bien de légiférer ou pas. Je ne vais pas
me prononcer là-dessus. Mais je pense qu'il faut travailler sur le cadre dans lequel elle va pouvoir utiliser des datas. Enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est la donnée qui va lui permettre d'apprendre. Aller utiliser des données personnelles, même si elles sont sur Facebook et elles sont plus si personnelles que ça, à un moment donné, elle n'a pas à faire ça et elle n'a pas à utiliser ce genre de choses pour aller apprendre qui je suis et ce que je fais. Moi, je vais faire une réponse un peu provocante. Tu me dis, voilà ces données, qu'est-ce que ça t'évoque? Pour honnêtement, moi, ça ne m'évoque rien parce que je m'en fiche. La raison, c'est que prenons la situation actuelle où on a un mastodonte qui est Google et dont on a prouvé qu'il est capable, en changeant l'ordre des résultats de réponse, d'avoir une influence mesurable sur l'opinion des gens. Bon, on va remplacer Google par OpenAI ou par un des concurrents. Il va être dans la même situation, accès à la donnée, qui va avoir une capacité d'influence sur les gens. C'est vrai, en tant que citoyen français, qui est une boîte américaine comme Google, comme Microsoft ou peu importe, qui est capable d'avoir cette influence sur moi, ça m'embête, mais fondamentalement, si j'étais citoyen américain, je ne serais pas super content non plus. Et donc, dire, attention, ça va être une société américaine ou une société israélienne ou chinoise, pour moi, c'est en fait le même combat. On aurait une IA française qui ferait cocorico, qui aurait la même influence, je la rejetterais, par principe. Et donc, moi, vraiment là où je recentrerais le débat là-dessus, serait dire l'important, c'est pas qu'on ait une capacité française, mais plutôt qu'on ait des capacités open source, facilement déployables, reproductibles, que chacun peut réentraîner et remodifier à sa guise. Et puis qu'on puisse contrôler la data sur laquelle elle s'entraîne. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Le socle, les données médicales, on parlait tout à l'heure des données à un moment, jusqu'où elle va? Est-ce qu'elle a cartographié le qui, le quand, dans quel hôpital, dans quelle région? Ça va se terminer comment? Dans cette région du monde, il y a 3 fois plus de tumeurs de cette taille-là, à cet endroit-là, qui finissent mal. C'est quelque chose qu'il faut contrôler, mais complètement. Il ne faut surtout pas la laisser dériver. Après, tu as le bénéfice, parce que regarde, si ça permet de mieux soigner certaines personnes. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça peut plus. Bénéfice-risque. Moi, je peux pas. Je ne devrais pas avoir de réponse à ça, moi, Antonin. Complètement. Que le médecin ou les spécialistes des instituts de cancérologie soient cette réponse-là, j'ai pas de problème. Et encore, je ne sais pas trop pourquoi faire, mais pourquoi pas. Mais moi, je ne devrais pas pouvoir dire où est-ce qu'on a le plus de cancers. Avec ton raisonnement, il faudrait s'inquiéter du Health Data Hub avec les données de santé. Mais on s'inquiète. C'est non pareil, la data. On arrive donc à la fin de cette table ronde. On va passer aux questions des internautes. Alors, vous avez donné beaucoup trop de questions. C'est très bien, vous êtes très motivés, mais on ne pourra malheureusement pas toutes les poser. Juste quelques mots quand même. Vous avez un public qui est très content de vos interventions. Alors, là, je vous lis quelques phrases. C'est vraiment génial de pouvoir avoir accès à un tel contenu. Sésame IT, merci pour cette émission et le partage de la connaissance. Excellent niveau de discussion. Donc, c'est déjà bien. On a réussi le challenge de donner de l'information et une information qui soit pertinente. Donc, merci également à vous qui nous suivez. On va choisir quand même quelques questions pour finir cette émission. Donc, Étienne qui vous pose la question, peut-on envisager de moraliser l'IA? Est-il envisageable que les malveillants génèrent leurs propres IA spécialisées? Alors, la notion de morale, c'est une notion qui est compliquée à manier parce qu'elle confine à la spiritualité, le bien, le mal, etc. Donc, on va partir pour des pays démocratiques sur la loi. C'est déjà plus simple. Pourquoi? Parce que la loi, elle est en principe l'expression du suffrage universel et elle peut être corrigée et éventuellement amendée. Et donc, c'est plutôt bienvenu. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on ne pourra pas considérer un usage univoque de la technologie, c'est-à-dire fait parler gentil ou parler méchant. Et la technologie, on l'évoquait, elle est à la fois, vous allez avoir des gens qui vont trouver qu'une caméra pilotée par l'IA, c'est formidable parce que si une personne âgée chute, trébuche dans la rue, on va la récupérer, et quelqu'un d'autre qui va dire, mais c'est le début du flicage et de la fin de en tout cas la fin de la vie privée. Donc on voit bien qu'on a une même technologie, selon le contexte, quelqu'un va l'adorer en disant, mais c'est exactement ce qu'il me faut parce que je suis tout seul et si je suis blessé ou si je tombe ou si je me fais agresser, je veux pouvoir être assisté, et quelqu'un d'autre qui va dire, écoutez, je suis assez grand pour me défendre, je veux pas qu'on me piste dans mes déplacements urbains. Donc le même déploiement, et là vous avez le politique qui doit dire est-ce que je mets une IA sur les caméras ou pas? Et donc vous voyez, c'est l'arbitrage. Donc c'est là où, par l'éducation, le fait que les gens acceptent en connaissance de cause. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, elle s'est fondée en 1978 sur un principe de proportionnalité. Et ce qui va être très important à chaque fois, c'est de dire est-ce que le bénéfice, est-ce que le gain, c'est un peu le vigile, à l'époque, vous rentrez dans un endroit qui est classé Vigipirate, il y a un vigile, il va ouvrir votre sac. Pourquoi? Parce que cet empiètement sur votre liberté individuelle, c'est le prix à payer pour une sécurité collective. Par contre, cet empiètement, il n'est pas facile à deviner, parce qu'évidemment, il pourrait avoir une profondeur, il pourrait avoir une intensité beaucoup plus forte. Et c'est là où nous avons, en tant que citoyens, en tant qu'électeurs, en tant que consommateurs et en tant que parfois de décideurs, d'apprécier la nature de l'empiètement. Est-ce qu'il est
adapté à ce domaine-là, dans cette durée-là, pour ces usages-là. Et là où, effectivement, on doit considérer qu'une règle ne doit pas être immanente, permanente sur l'ensemble d'une activité humaine, mais qu'elle doit avoir des spécificités, des adaptations. Pour ça, nous devons, en tant que citoyens, capables de contester, de discuter une décision en disant est-ce qu'elle est proportionnée. Voilà, on peut mettre des caméras dans une entreprise pour protéger les accès. Par contre, on ne met pas des caméras dans les toilettes ou dans les lieux privatifs. Et donc, la question, mais ça oblige que chaque citoyen, en tant que quand il est client, quand il est consommateur, prenez l'exemple des Google Glass. Google Glass, c'est une technologie qui fonctionnait. À un moment, le marché, par des usages un peu détournés et pas forcément très bienveillants de ces technologies, Google a senti que ce n'était pas prêt. Et là, aujourd'hui, c'est un produit qui n'existe plus, enfin, à des usages uniquement dans certains cas. Et donc, on voit bien qu'il ne faut pas déresponsabiliser l'utilisateur final. On a un choix en tant que, enfin, une capacité d'inflexion. Enfin, nous l'avons encore, souhaitons l'avoir durablement. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, je n'ai aucun doute sur le fait que l'attaquant, lui, utilisera l'IA à des fins qui sont purement illégales. Alors, on prend une dernière question avec une réponse rapide, puisqu'on est vraiment à la fin. Donc, Swayla qui demande l'utilisation de ChatGPT est interdite dans certaines sociétés, craintive de la récupération des données confidentielles qui peuvent être partagées par les salariés utilisateurs. Pensez-vous que ce soit une bonne solution ? Ma réponse, Yasmine, ça serait de former plutôt les employés à utiliser l'outil. Tu l'as dit, Yvan, en fait. Hein, toi, tu as un gain immédiat dans ton travail. Je pense que le vrai sujet, c'est de ne pas se priver de ce type de technologie, parce qu'aujourd'hui, on a la chance, quand même en France, on a accès à ce type de technologie. On serait dans d'autres pays, on ne pourrait certainement pas accéder à ChatGPT. Aujourd'hui, on peut accéder à ChatGPT dans l'ensemble de ses fonctionnalités pour un coût modique et dérisoire. L'outil peut amener un gain pour toutes les entreprises aujourd'hui. Et ça peut permettre à des salariés d'accélérer sur leur travail. Donc il y a un vrai gain. Il faut accompagner. Je pense que la réponse est vraiment accompagner, expliquer, former, communiquer en interne comment fonctionne ChatGPT. Il n'y a pas besoin d'un cours sur l'intelligence artificielle qui va durer des mois, mais vraiment donner les bases de l'intelligence artificielle, comment fonctionne le système, comment leurs données aussi va être utilisées, et donc quels sont les risques. Et très clairement, si aujourd'hui il y a des craintes et des limitations, enfin en tout cas des doutes, je dirais, dans ce que fait ChatGPT de la donnée, évidemment, il est important d'encadrer le type, la nature de la donnée qui pourrait être soumise. Ouais, ce qui est à craindre, c'est l'ignorance, c'est pas l'outil. On peut dire la même chose d'un marteau. Enfin, un marteau, je peux m'en servir pour planter un clou, c'est son utilisation de base. Je peux tuer quelqu'un, je peux casser des carreaux. Enfin, c'est l'ignorance de ce qu'on peut ou pas faire, ou ce qu'on doit ou pas faire avec un tel outil. C'est évidemment, alors Samsung a interdit, mais après l'interdiction, il a passé du temps à prendre tous les ingénieurs en disant les gars, c'est hyper simple en fait, c'est juste de la logique, du bon sens. Arrêtez de copier le code source de ce qu'on est en train de faire dans ChatGPT. Stop. Voilà, on réouvre ChatGPT et utilisez-le pour faire vos synthèses de réunion, ça ne me dérange pas. Mais vous ne copiez plus le code source. Et dans une entreprise aujourd'hui, il ne faut pas l'interdire, il faut juste dire voilà, il faut s'en servir dans ce cadre-là. En revanche, ce qu'on fait, ce qu'on fabrique, nous on est éditeur de logiciels, je l'ai dit à tout le monde, je ne veux pas avoir une ligne là-dedans. Ça n'a aucun sens de faire ça, mais aucun. En plus, la réponse ne sera pas forcément adaptée. Donc c'est ça qu'il ne faut pas faire. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour vos interventions respectives. Merci également au public qui nous regarde à distance. Est-ce que vous avez aimé vos échanges? Parce que les gens ont apprécié à distance. Hein. On aime toujours échanger. Nous, on aime toujours échanger. Génial. Alors, ce que je dis à notre public qui nous regarde à distance, c'est merci pour votre participation. Nous vous mettons également à disposition un livre blanc qui est donné donc, par Sésame IT sur l'IA et la cybersécurité. Ceux qui n'ont pas coché pour le recevoir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Nous vous reverrons très bientôt pour une prochaine émission. Vous retrouverez ce replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à vous y abonner. Et puis, je vous dis bonne soirée et à bientôt.